Bonjour tout le monde. Donald, retenez bien ce prénom, c'est pas de Donald Trump qu'on parle, c'est de Donald Duck. Parmi les gigas dingueries, et à chaque fois que j'ouvre ces lives, je vous rappelle que j'arrive plus à différencier le Gorafi du réel. On a une gorafisation du réel qui est systématique. Et Béatrice Rosen, notre invitée, l'avait particulièrement anticipé il y a déjà 2 ans avec son analyse de l'ère du tout influenceur. On va y revenir dans cette interview. Donc, tranquillement, là, vous avez, et je vais vous partager l'écran là-dessus, les sénateurs, enfin les élus républicains américains qui ont déclassifié certains éléments, pas tous, hein, certains éléments qui ont été opposés à X pour lui infliger cette amende. Parce que, donc dites-vous bien que là, ce que je vous montre, hein, donc c'est un poste de House Judiciary GOP. GOP, ça veut dire Grand Old Party, ça veut dire le parti républicain. La commission nous a donné un exemple de ce qu'elle a considéré comme quelque chose de discutable, une coche bleue qui avait été donnée à un compte appelé Donald Duck. La commission a considéré qu'il s'agissait d'un exemple incriminant de pratiques déceptives, comme on dit, trompeuses, voilà, de pratiques trompeuses. Vous ne rêvez pas, la commission a infligé 45 millions d'amende à X parce qu'elle considérait que donner une coche bleue à Donald Duck était une pratique concurrentiellement trompeuse. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus, et ça va évidemment vous planter le décor sur le sujet de cette émission, à savoir le contrôle de l'identité sous X et sous tous les réseaux avec Macron, et la capacité bien sûr de censurer tout le monde, parce que c'est ça qui nous attend pour 2027. Mais 2 choses. La première, c'est que cette dinguerie, aucun journal européen ne vous en a parlé. Aucun. Pas Mediapart, pas Der Spiegel, pas The Guardian, qui est plus dans, enfin, le Royaume-Uni n'est plus dans l'UE. Il a fallu une demande de déclassification par une subpoena, donc une injonction des élus républicains américains, pour qu'on ait cet élément de preuve que la Commission européenne avait tellement honte, dont elle avait tellement honte qu'elle refusait de la rendre publique, qu'il a fallu qu'un juge américain les y oblige. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie du truc. Et on voit donc qu'évidemment, c'était du bullshit complet, ces amendes contre X, hein, quand Thierry Breton passait sur les plateaux télé pour vous dire « Ah là là, attention à la liberté d'expression, le DSA, la règle est la même pour tout le monde. » Non. En fait, les gars inventent des infractions fictives, parce que avoir donné une coche bleue à un compte Donald Duck, pardon, mais c'est une infraction fictive. Faut m'expliquer où est la victime, faut m'expliquer où est l'intention de nuire. Et puis alors, le cerise sur le gâteau, ou plutôt marinière sur le Donald Duck, Facebook, enfin Meta, faisait la même chose. On avait un compte certifié de personnages fictifs aussi sur Facebook qui n'a pas été poursuivi par l'Union européenne. Donc voilà, le décor est planté. On est avec l'excellente Béatrice Rosen. Béatrice, bonjour. Bonjour. En tant que franco-américaine, ça t'évoque quoi, ça? Alors, justement, je voudrais poser une question à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais demander si vous avez l'impression que depuis que le DSA a été mis en place et implémenté, et qu'on voit justement Thierry Breton se balader sur tous les plateaux télé, vous vous rappelez que le DSA nous a été vendu aussi pour la protection des enfants, la protection de l'espace numérique, etc. Est-ce que vous avez l'impression que le quotidien des enfants s'est grandement amélioré dans l'espace numérique depuis l'implémentation de ce DSA? Parce qu'à part vouloir parler de comptes comme Donald Duck, au cas où vraiment on pourrait penser qu'il s'agit vraiment d'une personne qui s'est transformée en canard, oui, et voilà, qui a pris vie et donc qui poste des tweets, et que donc c'est vraiment un canard qui poste, qu'on serait assez idiot. Voilà. Est-ce que le quotidien des enfants, est-ce que les enfants se font moins harceler? Est-ce que tout ça s'est amélioré? C'est vraiment une bonne question parce que en fait, on nous vend maintenant cette loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans pour exactement les mêmes raisons. Depuis la loi Sren, même chose. Question, je sais pas. Ouais, la question est vraiment très bonne parce que c'est la même question qu'on va se poser bien sûr pour Emmanuel Macron et son obligation de vérification d'identité pour les réseaux, c'est-à-dire on voit le prétexte et la presse qui ne fait pas son travail. Mais heureusement, tu es une excellente journaliste, c'était pas ton objectif, mais tu as été obligé de l'être par la force des choses, un peu comme moi d'ailleurs, j'avais pas comme objectif d'être journaliste, mais on est obligé de l'être parce que les journalistes citoyens font le travail.
c'est comme ça, que les grands médias ne font pas. Ça serait aux grands médias de poser cette question normalement. Est-ce que l'état final recherché, les prétextes, parce que disons-le clairement, nous on est libre, on peut dire que ce sont des prétextes. Est-ce que les prétextes invoqués pour passer ces lois ont atteint leur objectif? La réponse est complètement non. C'est la même chose qu'on avait vu sur Hello Kitty, que je sais que je le répète dans beaucoup de lives, mais quand on avait des gens comme David Chavalarias et des gars liés au CNRS soi-disant, qui disaient d'aller sur Mastodon et sur Blue Sky parce que X était, je cite, toxique, alors que Mastodon et Blue Sky sont les plus gros viviers d'images pédopornographiques sur Terre, et que c'est sur Mastodon et Blue Sky qu'il y a le plus de prédateurs sexuels pédocriminels au monde. Là, on se dit, mais voilà, c'est un prétexte, on est d'accord. En fait, ils veulent shooter X. On a compris qu'ils voulaient shooter X. Ils n'ont pas réussi. En plus, Musk a complètement déglingué tout le monde. C'est une masterclass d'entrepreneuriat parce que X fusionne avec xAI. Donc, ça y est, X fait partie de xAI qui est valorisé à plus de 230 milliards de dollars. Donc, dire que Musk a perdu de l'argent sur l'opération de X, c'est de la blague, comme nous disait BFM TV. Et xAI, on l'a appris dernièrement, va sans doute fusionner avec SpaceX. Et maintenant, il y a des rumeurs sur X qui disent que SpaceX va fusionner avec Tesla, donc le coût serait complètement à côté. Bolloré est vraiment un minable à côté de ce que vient de faire Musk en termes de raid, parce que ça lui permettrait de redevenir majoritaire chez Tesla et de consolider son empire. Bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'à chaque fois, on nous invoque un prétexte à la con, pardon. Et ça devrait être à la presse de faire le travail, de dire, bon, ok, vérifions les faits. Est-ce que votre prétexte, il est réel ? Est-ce qu'il résiste à l'épreuve des faits? Et la presse ne fait pas ce travail. Donc merci d'avoir posé cette question, Béatrice, parce que c'est la base. Mais en fait, il n'y a plus de presse vraiment libre. C'est-à-dire que ces gens ont l'impression, ils sont dans un microcosme parisien. Attention, moi je suis parisienne aussi, il n'y a pas de souci, mais ils sont entre eux et ils passent leur journée à se cirer mutuellement les pompes. Et ils sont dans un microcosme dans lequel ils se disent mutuellement qu'ils sont brillants toute la journée. Et ça donne des tribunes qui encensent et qui chantent les louanges avec de bonnes formules. Donc, ils se pensent, encore une fois, très intelligents et sont très fiers de l'aspect littéraire de leur tribune. Mais en fait, ce sont des gens qui ne travaillent pas suffisamment. Ils se reposent sur leur diplôme, ils se reposent sur leur laurier et ils ne font pas le job. Par exemple, la première question, évidemment, c'est celle-là. Est-ce que ce qu'on nous a vendu comme étant pour la protection des enfants, jusqu'à maintenant, a fonctionné? Si oui, continuons. Sinon, allons regarder ce qui n'a pas marché et regardons le problème. Le problème, c'est qu'ils ne regardent pas le côté technique. Ils sont dégoulinants de moraline. Ils s'épanchent dans des lapalissades permanentes en poussant le vice jusqu'à citer des experts pour citer des chiffres et des statistiques et des études pour dire que les réseaux sociaux sont mauvais pour les enfants, mais tout le monde est déjà convaincu. Ils ont raté un train. Nous, on est déjà dans le train du « OK, on sait que c'est mauvais pour les enfants, mais qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'outil politique? Quel est l'outil technologique qui va nous permettre de protéger les enfants sans que le remède soit pire que le mal? » Voilà où devrait en être le débat public, mais non, on en est encore à la moraline, au pour-contre, au côté binaire des choses qui abrutissent les gens. Voilà. Donc, que dire? Je pense qu'on va rentrer dans le côté du fond de la loi et dans le côté plus technique et plus politique et fonctionnel de la loi. Mais franchement, déjà, sur la surface, cette moraline insupportable doit cesser. Mais en plus, cette moraline, alors bon, elle vient du fait que les médias ne font pas leur travail ou qu'ils dysfonctionnent, mais elle a des conséquences parce que vraiment, elle permet de manufacturer l'opinion publique. Florian Philippot avait expliqué, il avait tout à fait raison, que la loi Schiappa, par exemple, avait été passée, donc soi-disant pour protéger les enfants. À chaque fois, c'est ça, protéger les enfants, protéger les enfants. Protéger les enfants, mais on fait la cérémonie d'ouverture des JO qui met des enfants en scène d'une façon tout à fait immonde. Mais bon, ça, il n'y a pas de problème. Non. Et cette loi Schiappa, elle a été utilisée par qui au final? Par Brigitte Macron.
pour condamner des gens qui parlaient de l'affaire Jean-Michel Trogneux. Donc c'est très mignon d'avoir une loi qui est censée protéger les enfants, mais au final, elle est utilisée par quelqu'un qui concrètement est sorti avec un de ses élèves. C'est factuel, bon, avec une différence d'âge tout à fait discutable, qui dans le cas américain, en effet, en droit américain, c'eût été, comme le dit Candace Owen, du statutory rape. Ce n'est pas le cas, bien sûr, dans le droit français. Cependant, c'est quand même bizarre de passer une loi pour protéger les enfants et que ce soit Brigitte Macron qui l'utilise ensuite et avec succès, puisque ça a prospéré en France. Ça prospère pas aux États-Unis, mais ça prospère en France. Non, mais non seulement ça, mais sur le site de l'Éducation nationale qui s'appelle On s'exprime, qui avait déjà fait polémique, etc., il y a encore des pages où on t'explique que si tu as 13 ans ou moins, tu as le droit d'avoir des rapports sexuels et on te donne le cadre des rapports sexuels que tu as le droit d'avoir, avec qui, comment, etc. 13 ans et moins. Alors, je suis peut-être old school, mais voilà quoi. Ça me choque, d'accord? Donc, quand on dit vouloir, et puis quand on voit que par exemple, là, dans les infos, il y avait un homme qui a violé une petite fille de 5 ans, enfin un enfant de 5 ans, j'ose même pas imaginer, je sais même plus si c'était une petite fille ou pas, et qui a eu du sursis, je veux dire, les peines sous bracelet, non, il a eu de la prison sous bracelet électronique, enfin un truc absolument dingue. Tu peux pas me dire que dans un pays où tu ne condamnes pas plus fermement la pédocriminalité, où tu laisses des enfants, des dizaines de milliers d'enfants de l'ASE être en proie à des réseaux de prostitution, des enfants de 11, 12, 13 ans, des enfants, des petits-enfants, d'accord, et tu fais rien, alors que ça devrait se régler en 2 jours. Je vous rappelle qu'en quelques jours, on a eu un pass restrictif pour 67 millions de gens. On ne peut pas faire quelque chose pour 20 000 enfants de l'ASE, des enfants qui ont déjà subi des traumatismes pas possibles, qui ont déjà des parcours de vie terribles. On ne peut rien faire pour eux. Et c'est ça un État qui nous dit qu'il veut protéger les enfants en fliquant 68 millions de gens. Non, je n'y crois pas, je ne les crois pas. La confiance est totalement rompue, qui montre des actions qui prouvent, qui protègent les enfants qui sont déjà dans la vie réelle, agressés et maltraités, et ensuite on passera au numérique, à la vie virtuelle. Non, mais ça c'est très clair parce qu'en effet, Carl Zero, notre confrère, a démontré amplement les scandales absolus de l'aide sociale à l'enfance, la prostitution de mineurs en France, avec parfois des collaborations au sein même de l'administration, des aides et des complicités au sein même de l'administration. Et puis, en effet, on a eu des cas de pédocriminalité qui avaient été laissés. J'avais rappelé sur X que, par exemple, Christine Ockrent a moins condamné les incestes qui sont dénoncés dans le livre La Familia Grande. Elle a moins condamné ça, donc qui touche sa famille, hein, qui concerne sa famille. Elle a moins condamné ces incestes que Elon Musk, par exemple. Bon, voilà. Donc elle a fait des sorties sur Elon Musk, Christine Ockrent qui est plus vieille que Donald Trump et qui nous dit que Donald Trump est en train de perdre la boule. Bon, derrière, en effet, on a ce grand deux poids deux mesures et encore une fois, c'est à la presse citoyenne de le rappeler parce que c'est pas Mediapart qui va le dire, c'est pas BFM TV qui va le dire. On avait l'affaire aussi de cet élu LFI avec lequel Manon Aubry s'est pris prendre en photo, qui a violé des nourrissons. En toute simplicité, hein. Donc c'est un élu LFI qui était militant LGBTQ et qui prétendait lutter, et qui sur les réseaux sociaux disait voilà, je lutte contre la haine, l'homophobie, etc. Puis littéralement il violait des nourrissons, ce type. Je connais pas son nom, je veux même pas m'en rappeler, je l'ai vu passer, mais je veux même pas infecter mon cerveau avec. Oui, merci. Dans le chat, les gens nous l'affichent. Et ce type-là a été laissé dans la plus grande impunité pendant 10 ans. Les médias, donc par exemple Libération n'a pas donné son nom, hein. Donc les Libérations peut balancer le nom de gens comme le Raptor Dissident ou comme Papacito, où ces gens-là sont harcelés, on publie leur nom, leur adresse. Quand on a un chauffeur de bus qui débarque des jeunes qui font des conneries, on publie son nom et son adresse. Là, cet élu LFI, Libération a été, Libération dont on rappelle, hein, qui faisait littéralement la promotion de la pédophilie dans les années 70. Pour la décriminaliser, absolument.
Voilà, et donc il faisait l'apologie de la pédophilie en toute simplicité, hein, décontracté, dans les années 70, en publiant des tribunes là-dessus. Puis c'était pas que des tribunes, hein, il y avait aussi à l'époque dans Libération, des tas de petites annonces à caractère pédophile qui étaient publiées, très, très librement à l'époque. Donc, on voit qu'aujourd'hui, en 2026, ils ont pas tendance non plus à parler de ça. Donc, en effet, on voit que c'est une tartufferie, gigantesque, soi-disant la protection de l'enfance. En réalité, c'est un prétexte complet parce que là où il faut vraiment protéger les enfants, on fait rien. On rappelle aussi, hein, le fameux juge Bailly. Là aussi, hein, les médias n'ont pas publié son nom. Ce sont les réseaux sociaux et les journalistes citoyens qui ont publié son nom. Le juge Bailly, qui à Dijon invitait des étrangers à violer sa fille de 13 ans sur des sites libertins, et qui peut toujours exercer la fonction de juge et touchera quand même sa retraite, et n'a pas fait un jour de prison ferme, hein. Il a fait que de la peine aménagée et du sursis. Mais Voilà. ils l'ont remis dans le foyer avec sa fille. Oui, C'est-à-dire que il a encore la garde parentale, absolument. Ouais. pire que tout, ils l'ont remis parce que bon, tout le reste, à la limite, c'est horrible. Mais le pire, c'est qu'ils ont remis le loup dans la bergerie. C'est-à-dire qu'ils l'ont remis Ils avec remettent l'autorité parentale. Ça, c'est un truc de déglingo, ça. Ouais. on est chez les fous et vraiment, ce qui se passe est une folie, surtout que cette loi est gravissime. C'est dans la continuité directe. En fait, depuis la crise sanitaire, il faut dire que les centristes et le parti de Macron cherchent à faire passer cette certification d'identité numérique par tous les moyens. Et depuis quelques jours, comme j'ai pris la parole en réponse à une tribune du Figaro et que j'ai fait une petite vidéo sur Jojo du 93, qui est du mépris de classe absolument dingue. Ça, ouais. Donne-nous le contexte de Monsieur Grabli qui te parle de Jojo du 9-3. Enfin, non, c'est qu'en fait, le journaliste Raphaël Grabli de BFM retweet la tribune d'une journaliste du Figaro, Eugénie Bastier, et il retweet une phrase en plus, il trouve ça tellement bien qu'il le retweet avec en commentaire la phrase suivante. Ça dit grosso modo, c'est quand même très très individualiste de sacrifier une génération d'enfants pour permettre que Jojo du 93 donne son avis sur les vaccins sur Internet. Voilà. Okay, donc, tu as compris. Donc, eux-mêmes font le lien. Donc, c'est eux qui établissent un lien idéologique entre cette situation et cette loi actuelle qui va passer sur l'interdiction des réseaux sociaux sur les moins de 15 ans avec la crise sanitaire et avec la protestation contre les passes. Puisque Jojo qui veut s'exprimer sur les vaccins, on comprend bien ce qu'elle veut dire. Un plouc anti-vax, quoi. En gros, c'est un mépris de classe absolument dingue. Pour moi, maintenant, c'est devenu absolument insupportable. Et j'ai pris une décision qu'il ne faut plus lâcher un seul centimètre à ces gens qui sont des soutiens zélés de toutes les mesures liberticides les plus inefficaces en plus, au nom du « il faut bien faire quelque chose ». Voilà, ça, c'est le degré zéro de la réflexion, c'est le degré zéro de la pensée, c'est le degré zéro de la science. On ne prend pas une mesure pour prendre une mesure. On prend une mesure parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est proportionnée, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle aura des effets et qu'elle va nous protéger. Sinon on se met, on se met un nez rouge, on se met un chapeau rose, enfin je sais pas, et on dit qu'on a fait quelque chose. Non, il faut faire des choses qui sont utiles et qui sont efficaces. Voilà. Et donc, tous ces petits soutiens zélés qui se trouvent brillants et qui se servent de leurs médias, qui ne sont plus un contre-pouvoir, mais un organe de propagande et de service après-vente du pouvoir en place, c'est devenu absolument insupportable. Et moi, je ne me définirais pas comme journaliste, parce que je ne suis pas journaliste, mais je me définirais comme une citoyenne engagée qui se renseigne, qui n'est pas plus bête qu'une autre et qui approfondit les sujets pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'on essaye de nous imposer. Et j'appelle tout le monde à faire la même chose. Je sais que tout le monde a des emplois du temps chargés, mais à un moment donné, nous ne pouvons plus être soumis à ce faux magistère intellectuel. Parce que, excuse-moi, hein, ces gens qui se prennent pour l'élite de la nation ne sont pas forcément plus intelligents ou plus brillants que d'autres. C'est juste qu'ils s'auto-répètent, ils sont sûrs d'eux et c'est plus une attitude psychologique qu'ils ont
une réelle hégémonie intellectuelle. La plus grande preuve, c'est que quelqu'un comme toi n'est pas invité dans des médias mainstream, alors que tu as 1000 fois plus de légitimité et je veux dire, de substance académique pour être légitime sur des plateaux. Donc, une fois que toi, tu n'y es pas, on a tout compris. Voilà, pour moi. Merci beaucoup. Je suis quand même content que toi, tu y sois. Mais tu fais bien de dire que tu n'es pas journaliste, mais en fait, le journaliste citoyen, il fait son travail en n'étant pas journaliste, entre guillemets. C'est-à-dire, bon, journaliste techniquement, on l'est puisque c'est toute personne qui s'occupe de travailler sur l'actualité et on n'a pas du tout besoin d'une carte de presse pour cela. La carte de presse n'est pas nécessaire pour être reconnu comme journaliste. Cependant, le vrai sujet, c'est qu'un journaliste citoyen, le mot qui compte le plus, comme tu l'as dit, c'est citoyen. Citoyens. Aujourd'hui, we are the media now, comme avait dit Elon Musk. C'est aux citoyens de s'informer, c'est aux citoyens de se parler, parce qu'en fait, c'est we the people. Et on voit que le we the people n'est plus respecté. Par exemple, aux États-Unis, tu as la controverse sur ce qui se passe à Minneapolis, alors qu'on voit que le chef de l'ICE, par exemple, avait été décoré par Barack Obama. On voit tout de suite une prise de position des grands médias pour orienter le narratif. On voit par exemple que ce monsieur Preti qui a été tué pendant les émeutes sa photo a été modifiée par les médias. Alors c'est factuel, on a la preuve, ils ont modifié sa photo pour le rendre plus sympathique. Et puis surtout, ils n'ont pas publié les moments où en fait il était armé, en fait il était en train de commettre des actes violents à ce moment-là dans les émeutes. Enfin, on voit que les médias systématiquement essaient d'orienter le réel. C'est ce qu'avait dit Delphine Ernotte d'ailleurs. On l'a vu avec la commission sur l'audiovisuel public, qui est annexe à notre sujet, mais qui est quand même lié, parfaitement lié. À chaque fois, sans un journalisme citoyen, on aura systématiquement un contrôle du narratif, ou comme disait Alexis Poulain, qui d'ailleurs va faire l'objet d'une tentative de character assassination de Mediapart. Mediapart avait fait ça pour Didier Raoult, avait fait ça pour également Juan Branco. Et ben là, on apprend que Mediapart, démontrant définitivement que ce n'est pas un média, a commandé, a reçu la commande de faire du character assassination sur Alexis Poulain. Or, que disait Alexis Poulain ? Justement, les grands médias sont là pour faire en sorte que les grosses affaires ne sortent pas. Donc, il faut que les plus grosses affaires, les grands scandales, il faut qu'on n'en fasse pas une affaire, ou bien au contraire qu'on en fasse une affaire, comme par exemple les costards de François Fillon, ou le fait qu'il ait employé sa femme comme assistante parlementaire. Ça, il faut en faire une affaire, mais toutes les gigantesques affaires de la Macronie, sur de la drogue, sur de la corruption, de la concussion, du conflit d'intérêts, l'affaire Benalla, etc., ça, il faut surtout pas en parler, et c'est là que les journalistes citoyens font le taf. Donc, je vais afficher aussi un post d'Hélène Banoun, qui résume tout à fait bien les enjeux sur le contrôle de l'identité numérique. Dernièrement, on a eu, donc elle reprend ce Marceau 2020, personne ne mesure encore toutes les conséquences du moindre vol de données qui peut vous effacer complètement jusqu'à ne plus vous faire exister. Jour 1, tu fournis toi-même ton identité au tiers de confiance puisque tu es un bon citoyen qui n'a rien à se reprocher. #allons-y. Jour 2, piratage et fuite de données du site tiers de confiance. Jour 3, création d'un compte à ton nom et à ton insu sur le réseau social W, qui est le fameux réseau social que l'Union européenne veut créer, à partir de ta vraie identité dérobée. Jour 4, publication sur ce compte W à ton nom d'une opinion dissidente ou d'image interdite par la loi. Jour 5, signalement aux autorités qui viennent de t'arrêter à ton domicile pour mise en garde à vue et interrogatoire poussé. Jour 6, impossible de prouver que ce n'est pas toi qui est à l'origine de ces publications puisque le tiers de confiance t'a authentifié. Jour 7, tu te rends enfin compte des implications et dangers d'un tel système et tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Béatrice, tu nous mets en garde depuis très longtemps sur un système de crédit social à la chinoise. Est-ce qu'on y est ? On y arrive, ça c'est le squelette qui est en train d'être construit. Je voudrais faire une petite digression sur le W, sur ce nouveau réseau social. Il y avait un article qui expliquait qui était au conseil d'administration et derrière les financements, etc. Et évidemment, il y a donc de façon très transparente le Club de Rome des gens vraiment, il faudrait que je retrouve le tweet parce que je savais pas qu'on allait en parler, mais j'avais justement fait un tweet là-dessus. C'est Club de Rome. Vous savez quand même le Club de Rome qui, depuis les années 70, nous explique qu'on est trop nombreux sur Terre et que ce serait quand même bien qu'on soit moins nombreux et qu'on prenne des mesures en ce sens. Donc bon, je ne fais pas moi-même de corrélation avec tout ce qu'on voit depuis quelques années, mais bon, je vous invite à aller regarder par vous-même
ce qu'est le Club de Rome et ce qu'ils disent et ce qu'ils promeuvent. Donc voilà qui va conseiller ça. Il me semble, il faut que je vérifie. Je vais essayer de retrouver pendant le live qui d'autres finance, mais il y a que des. Ah oui, il y a aussi une association militante pour le climat qui finance le W, donc ce nouveau réseau social. Donc vous comprenez bien évidemment la ligne qui va être homologuée et celle qui ne va pas être homologuée. Et évidemment, pour rentrer sur ce réseau social, il faudra montrer patte blanche, il faudra avoir une identité numérique certifiée. Donc déjà... Dans un contexte où il y a des fuites de données dans tous les sens. Enfin, absolument. On se rappelle quand même que l'identité, mais c'est un truc de dingue, l'identité et l'adresse du patron de la DGSE a fuité sur la Fédération française de golf. Mais pardon, enfin, on a la Fédération française de golf qui doit pas être la plus sécurisée du monde. Et c'est ça d'ailleurs aussi toute la technique du hacking, c'est d'aller chercher les trucs qui sont pas sécurisés, genre pénétrer un système par une climatisation ou par un thermostat connecté à Las Vegas, ça c'est vraiment fait. Et là, c'était un truc qui n'était pas défendu. Fédération française de golf, on imagine bien que les mecs, c'est pas des flèches question cybersécurité. Le patron de la DGSE, il laissait son adresse tranquille, il laissait ses informations là-dessus. Et elles ont été piratées. Non, mais le problème, c'est que la France, en plus, est championne d'Europe des fuites de données. Donc, c'est pas la question, c'est pas si les données vont fuiter, c'est quand. C'est quand. Et c'est pas une opinion. C'est vraiment factuel ce que tu racontes. Oui. Pour les gens qui se poseraient la question, c'est factuel, c'est pas une opinion. Et avec quelle gravité et quelles conséquences, parce que tout ça, ça évidemment, comme on le voit dans ton exemple que tu nous as lu d'Hélène Banoun, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Et en même temps, même sans fuite de données, en fait, il faut que les gens comprennent dans toute cette histoire, parce qu'en fait, on est toujours un petit peu en surface sur ce sujet, et dans les médias mainstream, personne n'organise un vrai débat contradictoire et un vrai débat profond sur le sujet. La vraie dangerosité de cette histoire, c'est pas simplement le fait qu'on donne des données. Oui, c'est dangereux. On voit, on est champion des fuites. Au moins, on est champion de quelque chose. On est champion de victimes de fuites de données. Mais bon, à la limite, ok. Déjà, c'est très très problématique. En plus, on voit par ailleurs que en Grande-Bretagne, ils commencent à se servir de Ring, l'application Ring que tu mets devant ta porte pour que les gens puissent sonner et que tu l'aies sur ton téléphone. Que les autorités se servent de ça pour surveiller l'espace public et des individus. Donc, est-ce qu'ils peuvent rentrer? La question, c'est ensuite, est-ce qu'ils pourront rentrer et vraiment t'espionner chez toi quand tu rentres, quand tu sors, parce qu'à chaque fois, tu as une petite alerte quand tu rentres et quand tu sors et tu es filmé. Donc, est-ce que, voilà, donc il y a vraiment une surveillance en temps réel, non seulement dans l'espace public avec les caméras algorithmiques, qui sont plus des caméras de surveillance qu'on regarde une fois qu'il y a eu un problème et qu'on veut vérifier si on arrive à identifier la personne. Là, c'est carrément, tout est donné, tracé en temps réel. Et c'est bien là la dangerosité. Et donc, ce qu'il faut comprendre, là où je voulais en arriver, parce que c'est un petit peu complexe, c'est que la dangerosité n'est même pas qu'on donne des données. Parce qu'on donne des données, effectivement, on va payer nos impôts sur impôts.gouv, après on va donner des données aux GAFAM, à Airbnb, à machin, à truc. OK. Mais le problème, c'est l'ultra-centralisation, non pas technologique, parce qu'évidemment, notre ami Fabrice Epelboin va me dire « Mais non, tu comprends rien, c'est pas centralisé technologiquement parce que c'est sur des serveurs différents, etc. » Oui, mais ce qui est ultra-centralisé, c'est l'accès, les règles de fonctionnalité et tout ça, cet accès, donc cette espèce de clé universelle à Internet, parce qu'il commence par les réseaux sociaux, mais on n'est pas dupe, ça va évidemment s'ouvrir à tout Internet, puisque les jeunes vont contourner l'interdiction sur les réseaux sociaux et vont déplacer leurs interactions sur Discord, sur des blogs, sur des trucs, et donc il y aura aussi des trucs horribles qui vont se passer, et donc les autorités vont dire ah bah ça suffit. Même côté américain, que depuis la censure sur TikTok, parce que depuis le rachat par Larry Ellison, TikTok est de plus en plus censuré, et il y a eu une grosse migration aussi, donc on voit que c'est un problème qui est systémique. C'est juste que nous, on le fait sans aucune subtilité, en fait. Nous, c'est de la bêtise la plus profonde, quoi.
Absolument, et on le voit déjà sur le retour d'expérience, parce qu'en Australie, ils ont commencé à faire ça, ils ont interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans à partir du 10 décembre 2025, il me semble, et donc on a déjà des semaines de recul, enfin, pas des milliards d'années de recul, mais on a quelques semaines de recul, et donc il se trouve qu'évidemment, il y a un contournement majeur, et donc il y a une efficacité qui n'est pas forcément extraordinaire, puisque tous les enfants contournent, et c'est encore pire, parce que comme ils savent que c'est interdit, ils ne discutent même plus avec leurs parents, ils ne disent plus ce qu'ils font du tout. Et ça va sur des espaces qui sont encore moins contrôlés et contrôlables. Et donc, des choses encore pires potentiellement peuvent se passer. Et donc, comme ils vont, à mon avis, ils vont évidemment ouvrir cette interdiction à tout Internet, ce qui fait que finalement, ça devient une privatisation d'Internet. Parce que si tu ne peux plus naviguer librement, anonymement, et que tu es obligé d'être certifié pour chaque tweet ou pour chaque like, pour chaque page que tu consultes, en temps réel quasiment, voilà, ce n'est plus un espace public, ça devient un espace privé, et donc c'est la centralisation de ça, et ça veut dire que c'est quoi? C'est donc ce que tu me demandais, je reviens à ta question, évidemment que c'est un crédit social qui commence, puisqu'à partir du moment où il y a certification d'identité, il y a des critères, une conditionnalité d'accès pour avoir la certification, et cette conditionnalité peut être extensible à l'infini, en fait. Tu peux rajouter tous les critères que tu veux. Et ça, c'est quoi? C'est la définition du crédit social. C'est-à-dire que tu peux dire, si vous n'avez pas payé vos impôts, pof, on vous coupe tout. Si vous avez, j'en sais rien, vous n'avez pas fait votre rappel de vaccin, pof, on vous coupe. Et puis on peut si tu as été climato-sceptique, parce qu'on voit tout de suite une connexion avec la finance. Le fait d'être débancarisé pour des opinions sociales, c'était présenté comme une théorie du complot. En fait, c'est complètement factuel, ça arrive déjà. On a des gens qui se font débancariser pour leurs opinions qui sont légales, mais sans passer par un juge, sans rien. On a aux États-Unis Scott Ritter, qui est un ancien inspecteur des Nations Unies et un ancien marine, qui s'est fait débancariser par surprise. On a bien sûr le cas Xavier Moreau et Jacques Beau, qui se sont fait débancariser. C'est encore pire que ça. On a violé 7 de leurs droits fondamentaux juste pour des opinions. En Chine, on sait que c'est le cas. Enfin, je veux dire, en Chine, ne serait-ce que s'approcher de quelqu'un qui a une mauvaise note sociale fait baisser votre note sociale, avec toutes les conséquences que ça a. La note sociale, on peut pas devenir fonctionnaire si on a telle ou telle note, on peut même plus sortir du pays, on peut même plus recevoir un passeport, on peut pas voyager, on peut pas avoir de crédit, et parfois même on ne peut même plus avoir d'argent sur son compte quand sa note de crédit social est suffisamment basse. Or, c'est exactement ce qui se passe déjà en Chine, et on voit que c'est en train d'être appliqué à l'Union européenne. Et une question que j'ai envie de te poser là-dessus, c'est, tu as parlé de l'Australie. L'Australie, c'est littéralement les antipodes de la France. Comment ça se fait que dans un pays qui est littéralement aux antipodes de Paris, on a la même chose qui se passe? Est-ce qu'il y aurait juste pour rebondir sur ce que tu venais de dire avant sur la débancarisation, il faut savoir qu'au UK, en Grande-Bretagne, il y a déjà plus de 450 000 personnes qui ont été débancarisées de force. Combien? 450 000. J'ai vu l'information passer hier. C'est énorme. C'est énorme. Il faut que je t'envoie le truc. Je l'ai reposté. C'est sur mon fil X. Et je crois que ça a augmenté. Qu'en 2016, c'était 45 000. Enfin voilà, ça s'est multiplié. En France, on a les exemples de Marc Toiti qui a témoigné sur des médias qu'on lui avait coupé ses comptes en banque, non seulement à lui, mais à ses enfants. C'est-à-dire qu'en fait, il considère que le crédit social, c'est génétique, quoi. C'est dans la filiation, c'est dynastique. C'est-à-dire que si toi, on coupe ton compte en banque, même tes enfants, en tout cas ses enfants, et il l'a dit publiquement, ils ont été coupés, ils ont dû trouver une banque en urgence sans explication, du jour au lendemain, enfin un truc de fou. Alors qu'on est dans un pays où le délit d'opinion n'existe pas. Et qu'il y a une obligation. C'est ça la force du truc, c'est comme l'obligation vaccinale, en fait, c'est que ça passe pas par des juges. On voit qu'ils assument aucune responsabilité légale. Là, tout dernièrement, même l'OMS a dit nous, on n'a jamais recommandé les confinements. Et même Justin Trudeau, tu l'as vu au Canada, a dit mais nous, on n'a jamais dit que vous étiez obligé de vous vacciner en aucun cas. Bon, vous perdiez votre emploi, etc. Vous étiez débancarisé, mais on n'a jamais dit. Et c'est le fait qu'ils passent pas par des autorités légales, parce que tu dis en effet le délit d'opinion n'existe pas, mais ça va jamais se régler devant la 17e chambre cette affaire. Un type, il sera débancarisé, un type, il sera détruit dans sa réputation et dans ses moyens financiers de subsistance.
Mais ça passera pas devant un juge. Non, mais en plus, il y a des licenciements. Enfin, on a vu pendant la crise sanitaire, même sans parler des pauvres soignants suspendus, c'est quand même. Imagine ce qu'on a vécu quand même. Enfin, ce que eux ont vécu, c'est absolument fou. Qui aurait pu imaginer un truc pareil? Mais au-delà de ça, rien que dans les gens que je connais personnellement, des gens qui se sont exprimés dans tous les secteurs, hein, que ce soit juridique, médical, et pourtant des gens même pas très extrêmes, même pas des gens qui sont voilà, juste des gens qui sont pour mon corps, mon choix, quoi. C'est tout. Ça me semble pas être très, très extrême comme position. Et des gens assez modérés qui avaient pas de propos outranciers ont eu des pressions de leur hiérarchie. Certains ont perdu leur travail. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit et qu'on va voir de plus en plus. Et puis, toute cette histoire va faire quoi? Va anéantir le pseudonymat, va créer une autocensure, et puis donc c'est la fin des lanceurs d'alerte. C'est dans la même continuité que l'article 4 des dérives sectaires qui pénalise la parole, en fait, parce que dans tous les cas de scandales médicaux, il y a bien forcément quelqu'un qui, le premier, va contre la machine de propagande et qui dénonce quelque chose, ou quelqu'un qui est victime d'effets indésirables, qui pourtant dit la vérité. Il faut bien qu'il y ait une enquête. Là, cette personne-là ne pourra être considérée comme enfreignant être dans une dérive sectaire, ou enfreignant. En fait, il se borde il multiplie les lois pour couvrir tous les cas de figure pour en finir avec la liberté d'expression. On voit que c'est pas la seule liberté fondamentale qui est attaquée, hein. Par ailleurs, la liberté de propriété est attaquée. Il y a plein de libertés, la liberté de circulation aussi, etc. Mais voilà. Il y a ce commentaire qui va parfaitement dans ton sens sur c'est un peu comme la mondialisation. Au fond, sous Clinton, la mondialisation c'était génial, puis maintenant que les Américains sont en train partiellement de la perdre, Trump revient dessus, et il a tout à fait raison, il me semble. Mais en 2012, Obama disait qu'il fallait développer les réseaux sociaux partout parce que c'était, je cite, un ferment de la démocratie. C'est en effet le terme qu'il a utilisé. Et maintenant, 12 ans plus tard, 14 ans plus tard déjà, c'est plus tellement l'ambiance. Mais tu me demandais pour l'Australie, comment ça se fait? L'Australie, c'est le Commonwealth. Et l'Australie, c'est pas comme si c'était une culture totalement différente. Tu te rappelles pendant la crise sanitaire qu'en Australie, ils avaient fait des camps de quarantaine. Où tu mettais les gens. Je me souviens du témoignage d'une jeune fille qui était vraiment, si tu peux me le retrouver, parce que ça paraît fou, donc on va penser que je raconte n'importe quoi, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier, tellement j'étais choquée. Ils avaient créé des camps pour mettre les gens en quarantaine, soit s'ils étaient positifs au Covid, soit s'ils n'étaient pas vaccinés. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Il faut absolument qu'on le retrouve, parce que ça vous montre jusqu'où l'Australie peut aller. Voilà. Et la Nouvelle-Zélande, n'en parlons pas. C'était Ardern qui disait que la liberté d'expression est une arme contre la démocratie. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est même plus orwellien, là. On est carrément... c'est une inversion du réel. Ouais, parce que je vais l'afficher ce que tu démontrais, ce dont tu parlais. D'ailleurs, il y avait tout de suite une tentative de note de la communauté dessus, et je suis allé voir les notes. C'était évidemment complètement bidon. Les gens disent not needed. Mais donc c'était Howard Spring, un camp d'internement en Australie qui a été utilisé. 60 000 citoyens y ont été détenus de force entre 2020 et 2022. Voilà. 60 000. On voit que le World Economic Forum a en effet fait passer ses directives en disant, écoutez, vous les Australiens, vous êtes une ancienne colonie pénitentiaire, donc c'est dans votre culture, ça vous fera du bien de transformer votre population en bagnard. Donc les mecs ont fait une ville, 60 000, mais c'est énorme, c'est la taille d'une ville. Et je me souviens, il y avait un reportage, donc il y avait une jeune fille qui s'était filmée en selfie, parce qu'en fait, c'était des espèces de mobil-homes ou de cabanons. Je vois encore les images, et elle se filmait, elle s'ennuyait, parce que des jours entiers, ils l'avaient pris chez elle, ils étaient venus la chercher, elle avait pu prendre quelques affaires, et elle était coincée là-bas, et c'était, mais c'était l'horreur. C'est-à-dire qu'après, ces gens-là,
viennent nous faire la morale, où il y a des images d'un conte Ni oubli ni pardon qu'ils ont ressorti de funérailles où une famille est espacée, à des sièges très espacés les uns des autres, et le fils à un moment s'approche de la mère parce qu'ils ont perdu le père, ils sont en train d'enterrer le père, et le garde du service funéraire arrive et les menace en disant non, faut vous écarter. Enfin, je veux dire, on est arrivé à des degrés d'inhumanité. Voilà, faire des camps, ne plus respecter des funérailles. Ces gens sont capables de tout. Voilà. Et puis avec en effet une caste de collabos qui était complètement au clair avec le fait d'aller faire respecter ces règles, et puis qui se sont même trouvé un sens à leur vie à l'époque dans le fait de faire respecter ces règles complètement bidons. C'est vrai. Au nom de la science, Idriss, au nom de la science. Et moi qui ne suis pas scientifique déjà, ça me... Vous pouvez devenir scientifique du jour au lendemain, comme Julien Pain qui a jamais fait de science, comme Victor Garcia qui a jamais fait de science. Ces mecs-là, du jour au lendemain, pouvaient mieux que ça recadrer des grands scientifiques. Ils pouvaient recadrer Didier Raoult. T'imagines la jouissance profonde qu'ils ressentaient à ça. Ah bah, ils ont traité un prix Nobel de vieux sénile qui sert à rien. De charlatans séniles. Enfin, je veux dire, on est allé loin. C'est pour ça que là, aujourd'hui, quand ils nous traitent à nouveau de Jojo 93 et toute la machine est à nouveau en train de se réveiller, parce qu'en fait, si tu es contre cette loi, tu étais contre les enfants presque. Enfin, je veux dire, c'est comme à l'époque, si tu étais contre le pass, tu étais pour le virus. Enfin, c'est ça, t'es pro-virus, c'est ce qu'il disait en effet. C'est un abrutissement. Voilà, c'est un abrutissement tel du débat public que c'est effrayant. On se dit, on rêve. Donc voilà, et donc encore une fois, en plus, ils ne te parlent pas des sociétés tiers qui vont avoir la responsabilité, non pas du double aveugle, comme le jargon qu'on avait pendant le Covid, mais du double anonymat. Tu vois, on retrouve quand même une espèce de trame sous-jacente. Donc cette fois-ci, on a le double anonymat, c'est-à-dire une façon de certifier ton identité pour prouver que tu as plus de 15 ans. On ne sait pas quelles données vont être gardées, combien de temps, combien aura coûté le contrat avec cette compagnie tiers, combien ça va nous coûter, parce qu'en plus, pour nous mettre dans un goulag numérique, on va nous prendre notre argent. On ne sait pas qui aura le contrat, si ça va être un copain de la Macronie, par le plus grand des hasards, dis donc, c'est un pote qui fait la boîte Guillaume Rosier est devenu millionnaire avec l'application Vitmados et avec tous les trucs qu'il a eu autour. Donc en effet, ces gens-là, pour contrôler les citoyens, et Vitmados était vraiment ça, en plus bénéficient d'argent public à des échelles absolument colossales. Et tu sais que dernièrement, on a eu aussi le scandale de la start-up Insect, dont on a vu, c'est lié parce que Insect, c'est vraiment You will eat the bugs, c'est le fameux, pareil, qui était présenté comme une théorie du complot aussi. Insect s'est avéré être, alors c'est plus de 600 millions d'argent qui a été jeté par les fenêtres, dont une grande partie d'argent public avec la BPI. Tout le monde avait prévenu, moi dès 2014, j'alertais sur le fait que la French Tech c'était foutage de gueule, parce que en tant que spécialiste de la Silicon Valley, je savais très bien que c'est pas comme ça qu'on fait une Silicon Valley. À l'époque, tous les crétins étaient là, ah non, mais Bruno Le Maire, ah non, mais Macron. Enfin, à l'époque, c'était Macron qui était à Bercy. Tu te rends pas compte, ça va développer, là on va voir, là, attention, la French Tech, on en entend parler partout, tu parles, et que les Français quand on est parlé de la French Tech, parce que c'était une campagne électorale avec de l'argent public, parce qu'au passage, Macron s'en servait pour faire campagne tout en utilisant l'argent du ministère. Et Insect, a gavé des gens, alors que en plus les usines étaient dans des conditions sanitaires immondes. Oui, t'as vu ça, t'as vu les images qui ont été, et des lanceurs d'alerte avaient montré ces, et là c'est pas Mediapart qui les a publiés, crois-moi bien. Et donc, parce que voilà, les proches de Rodolphe Saadé et tous ces gens-là, c'est pas les premiers à taper sur la French Tech et sur la Macronie. D'ailleurs, Mediapart avait fait du damage control aussi dans l'affaire du fonds Marianne. Ils avaient dit oh non mais c'est pas ce bon Rudi Reichstadt, c'est pas ces gens-là. Non, c'est un obscur gars qui critiquait Macron, qui est responsable de tout le scandale du fonds Marianne. Voilà, circulé, rien à voir. C'est l'excellente Amélie Ismaili qui avait levé le lièvre. On la salue d'ailleurs, elle t'aime beaucoup. Donc, ça fait très très plaisir. Et en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on continue à arroser pour accomplir le plan du World Economic Forum, parce que c'est pour ça que je te posais la question pour l'Australie, comment les antipodes se retrouvent avec le même plan, finalement, avec la même chose. On connaît la réponse, c'est parce que à Davos, les mecs disent voilà, alors ce qu'on veut, c'est moins de liberté, ce qu'on veut, c'est que les réseaux soient fermés, ce qu'on veut, c'est du contrôle d'identité. Vous allez dire que c'est pour protéger les enfants, et on veut aussi que les gens bouffent des insectes. Alors vous allez financer des startups qui font de la vente de farine d'insectes
au grand public. Et c'était le cas d'un secte. Et à chaque fois, on a une petite coterie de gens proches du pouvoir qui se gavent en exécutant, mal d'ailleurs, le plan du World Economic Forum. Et d'ailleurs, on voit bien que ce que tu dis, c'est pas du complotisme. On voit bien qu'il y a une concomitance totale à travers à l'international. C'est-à-dire que en Grande-Bretagne, ils ont lancé une grande commission de réflexion, une espèce de grand débat parlementaire pour interdire les VPN Ça aussi. au moins de 18 ans. Donc, on en est au VPN. Quand je te dis que Mhm. ça va s'élargir, d'abord, c'est les réseaux sociaux. Ensuite, ce sera les VPN parce qu'il y aura des contournements par VPN. Ensuite, voilà, ça va gagner comme ça. Donc, ça, c'est en ce moment en Grande-Bretagne. Sinon, donc l'Australie, on a vu que c'était déjà fait. En Malaisie, ils annoncent un projet d'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans dès 2026. Danemark, Norvège, Espagne, Grèce et Italie, c'est aussi prévu. Enfin, voilà, on voit qu'il y a une vraie coordination. Ça rappelle encore une fois la période de crise sanitaire où au même moment, on avait les mêmes éléments de langage dans les discours en langue locale de tous les dirigeants de nations diverses et variées, où on avait même des reportages à la télévision qui suivaient la même trame, c'est-à-dire au même moment en France, par exemple, et je me souviens très bien, en Turquie, tu avais le même reportage type BFM où tu vas dans une salle de gym et tu vois le repenti, tu sais, le gars jeune qui faisait de la muscu et qui s'est dit « Oh zut, j'aurais dû me vacciner parce que j'ai fini en réa » ou un truc comme ça. Et c'était Oui, c'était quasiment les le mêmes. Et même. on a eu des faux patients Covid. En effet, en France, tu avais ce type, j'ai oublié son nom, là, qui était patron d'un syndicat de marchands, qui est décédé maintenant, qui était un faux patient Covid aussi. Oui, j'ai oublié son nom. Ouais, Je peux même pas. Paix à son âme, le pauvre, il est mort. Je peux même pas. Oui, ça y est, mais maintenant, il y a prescription. Mais bon, je veux dire. Oui, non, mais on se souvient bien, Il y a eu des faux patients Covid et qu'en effet, c'était le même playbook. Donc, tu fais bien de rappeler que là, le sujet a changé, mais les méthodes sont les mêmes. C'est nove sed non nova, la matière est nouvelle, mais la manière est nouvelle, mais non la matière. En fait, la matière est nouvelle, mais non la manière. Je fais mon relote là. Le sujet change, mais la manière est la même. Nove sed non nova. Donc voilà, on a la fameuse current thing. Donc il y a eu le drapeau ukrainien, il y a eu la seringue, voilà. Bon, et la current thing maintenant, c'est protéger les enfants. Donc je suis sûr qu'ils vont inventer une petite emoji, un truc comme ça. Voilà, il s'appelait Palombi. Sauf les enfants qu'on prostitue. Voilà, sauf les enfants qu'on prostitue à l'assist à la Là, je sais pas, on n'a pas le temps. Là, c'est trop. C'est normal, ça c'est pas important. Mais oui, donc voilà, et là le journalisme citoyen systématiquement arrive pour dire bon, vous voyez, c'est le même playbook, c'est les mêmes méthodes, c'est le même. Il y a des laboratoires. Pour finir ta question sur l'Australie, vous aurez remarqué que dans toutes ces stratégies, il y a toujours des endroits, des régions ou des pays qui sont pris comme laboratoire, c'est-à-dire où ils vont déjà passer le truc en premier et étudier et voir jusqu'où ils peuvent aller. Et puis au-delà de ça, à un niveau local, ils ont les lanceurs de ballons-sondes. Donc ils ont leurs influenceurs qu'ils déploient sur les médias, qui vont lancer des ballons-sondes pour voir en fait la température de l'opinion et jusqu'où ils pourront aller. On se souvient de l'inénarrable Christian Estrosi qui avait dit qu'il fallait enlever l'assurance chômage aux non-vaccinés, par exemple. Ouais. Ou un professeur de médecine belge, il me semble, qui avait dit que greffer un non-vacciné, c'est gâcher un organe. Attends, on a assisté à ça. Vous pouvez vérifier, fact-checker tout ce que vous voulez. C'est véridique. J'ai une bonne mémoire quand je suis traumatisée par quelque chose. Et ça, clairement, les gens qui ne sont pas traumatisés par ça, par des bandeaux sur des chaînes info, faut-il réanimer des non-vaccinés, les gens qui ne sont pas traumatisés par ça, je crois qu'il faut faire une sérieuse introspection de votre niveau d'humanité parce qu'il y a un moment donné ou alors ne traitez plus jamais quelqu'un de facho de toute votre vie, parce que si quelque chose est d'inspiration fascisto-nazie, c'est bien ce genre de rhétorique. Voilà, excusez-moi, ça n'engage que moi, mais voilà. Mais en plus, il se trouve qu'il y a Amélie Ismaili qui suit notre chat maintenant. Donc, Amélie, salut Amélie. Te connecter avec grand plaisir. Mais oui, parce que par exemple, on oublie que le nazisme était totalement hygiéniste.
Les gens oublient complètement ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a eu, qu'il y a ce médecin italien, ce héros là, qui a sauvé tout un tas de juifs à Rome pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a inventé le syndrome K. Il a inventé, soi-disant, une fausse maladie qui était ultra contagieuse et qu'il fallait surtout pas, évidemment transférer les patients. Hein. Comme ça, il restait bien à Rome. Il a fait ça autour de l'île Tibérine. C'est un gigantesque héros, mais à la même époque, pour exterminer les juifs, les trisomiques, tous les gens qui avaient le moindre défaut aussi, parce qu'il y a eu ça aussi, c'était le côté génétique. Les non essentiels, en fait, les inutiles, les non essentiels. C'est ça. Vois la même rhétorique. Exactement. Hitler, en fait, tout le parti nazi, Hitler qui se lavait les mains à mort, qui fumait pas, qui était végétarien, enfin, c'était le mec healthy au possible. Sauf ce que lui injectait son docteur, mais ça, bon. Et en tout cas, voilà, l'argument de l'hygiène permettait de contourner tout le reste, c'est-à-dire l'hygiène raciale notamment, pour éviter les intermariages, on va commencer par là. C'est-à-dire que vous allez salir notre race, donc vous allez créer un problème de santé publique, parce que c'était pas seulement salir dans le sens on se sent plus beau et plus intelligent, c'était dans le sens vous allez importer des maladies génétiques, vous allez propager des tares génétiques, et là il y a la même chose, c'est-à-dire vous allez salir la société, vous allez affaiblir la société. Donc il y a ce même playbook hygiéniste qui était utilisé par les nazis, d'ailleurs les nazis avaient inventé un passeport sanitaire, hein, au passage, le Gesundheitspass, hein, bien sûr. Donc, tu avais ton petit passeport sanitaire qui te permettait de te déplacer dans certains endroits. C'est ça qui est complètement dingue, c'est que tu avais un Gesundheitspass qui veut dire littéralement le pass santé dans l'Allemagne nazie, avec l'équivalent d'un crédit social. Bien sûr, tu devais montrer que tu avais été un bon nazi, etc. Donc, oui, c'est l'information on en vient à ce problème-là, quoi. Je pense que les gens lambda n'ont absolument pas conscience de tout ça. Et que quand tu fais des sondages, les gens, évidemment, tu leur demandes, faut-il protéger les enfants des réseaux sociaux? Évidemment que tu auras une immense majorité, un raz-de-marée pour le oui. Mais si tu commençais à à informer, en fait, les gens sur les dangers, les risques de dérive, sur vraiment la structure qu'ils sont en train de construire au niveau français puis au niveau européen, parce qu'on n'a pas encore parlé du portefeuille européen, là, le EUDI, le fameux dont la deadline est à la fin de l'année, qui était comme par hasard prévu déjà et qui c'est magique, il propose une application de certification d'âge. Donc voilà, et qui impose à tous les États membres de proposer leur portefeuille numérique avant fin décembre 2026. Et les gens n'ont peut-être pas conscience que la procédure accélérée qui est utilisée par Macron pour faire passer cette loi d'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans va permettre l'application de la loi au début de la campagne des présidentielles. Donc on voit bien que tout ça est cousu de fil blanc. Je veux dire, les plannings sont totalement respectés pour une utilisation. Je pense que les gens n'ont absolument pas conscience de tout ça et qu'en fait, il y a une vraie déconnexion informationnelle. Alors, c'est quand même ironique qu'on parle de désinformation toute la journée, tout le temps, surtout dans tout l'espace de débat public. Et qu'en fait, il n'y a certainement jamais eu autant de déconnexion entre l'information donnée et l'information réelle. Et donc, en fait, les courbes se sont séparées. Et c'est un petit peu comme avec la technologie. La technologie, avant, c'était... je l'adore, Amélie. Elle t'adore réciproquement. Il y a une décorrélation aussi de la technologie et du progrès. C'est-à-dire qu'au fil des âges, la technologie était toujours synonyme de progrès pour le confort humain et pour son bien-être et sa santé, etc., pour son mode de vie. Et depuis, je ne sais pas, tu te diras mieux que moi, peut-être depuis les années 90, les années 2000, on voit, je pense, une décorrélation où, en fait, que la technologie te propose d'ouvrir ton téléphone avec ton iris ou avec un code PIN, en fait, il n'y a pas tellement de plus-value dans ta vie. Franchement, il y a un quart de seconde de différence. Et au contraire, ça va empirer ta vie parce que c'est en train de générer des lois ultra-liberticides qui vont
abaisser ton mode de vie, ton confort et même ton niveau de vie, ton pouvoir d'achat, etc. Parce que ces outils sont aussi au service d'une petite caste qui te siphonne l'argent public. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Ce que Non, mais c'est très clair, mais de toute façon, alors d'abord c'est le problème aujourd'hui, on parle de possibilité d'une explosion de la bulle IA, enfin les surpromesses technologiques, on sait que c'est des cycles classiques, quoi. À chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, tout le monde surinvestit dedans, puis ensuite les rendements sont pas si bons que ça, puis les marchés se pètent la gueule. Ça a donné la crise de 1848 qui a été à l'origine du manifeste du Parti communiste, donc on voit les changements sociaux que ça implique. Beaucoup de gens disent que c'est ce qui nous pend au nez avec l'IA aujourd'hui, parce que les promesses sont pas à la hauteur de la réalité, enfin la réalité n'est pas à la hauteur des promesses plutôt. Et en effet, la technologie finit par être une cage. Ça, on le voit bien. Regarde ce que disait Snowden, ce que disait Julian Assange, la façon dont nos appareils nous espionnent. Là, tout dernièrement, il a été complètement démontré, et il y a un lanceur d'alerte qui a dit oui, on peut lire vos conversations sur WhatsApp. Oui, chez Meta, chez Facebook, qui possède WhatsApp, on peut lire vos conversations. Et des employés pouvaient les lire. Voilà, donc tranquillement, des employés y accédaient, soi-disant pour le contrôle qualité, etc. Des employés accédaient à vos conversations et pouvaient les lire. Donc voilà. Oui, mais tu te rappelles quand les gens pouvaient écouter, tu te rappelles les assistants Alexa et tous ces trucs-là, et qu'on avait vu qu'au Mexique, il y avait une cellule de gens qui étaient là justement pour écouter certains comptes chez eux. Donc, ils écoutaient l'intimité de ce qui se passait dans le salon avec tes enfants, Alexa, mais moi, Britney Spears. Voilà, et ils écoutaient, ils avaient même assisté. Je me souviens d'une chose où ils avaient même assisté, comme il y en a un qui écoutait chez quelqu'un, à un crime, et il avait appelé la police. Enfin, une anecdote absolument dingue, parce qu'en live, il entendait ce qui se passait chez les gens. Enfin bon, les dérives sont incommensurables. Mais c'est pour ça qu'on doit en parler. Et alors, il y a quand même le fait qu'on n'a pas parlé de l'aspect politique, mais l'Assemblée nationale a voté cette foutue loi, quand même. C'est ça que on est en deuxième partie d'émission, il est quand même temps de se pencher sur cette réalité. Alors, les seuls qui ont été exemplaires, c'est la France Insoumise. Comme quoi, avoir une opposition, c'est très important. Vous pouvez ne pas être d'accord avec tout ce que dit la France Insoumise, et Dieu sait que c'est mon cas, mais avoir une opposition, c'est bien, en fait. Et le problème, c'est qu'on n'a plus d'opposition. Tout le monde est Macron compatible aujourd'hui. Les futurs candidats qu'on nous présente, comme Bardella ou quoi, c'est des Macron, 50 nuances de Macron. Comme disait Pierre-Yves Rougeron, make Macron great again avec Glucksmann, qui est autant dans l'opposition que moi, je suis archevêque. Mais là, voilà, on a vu un début d'opposition. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi, honnêtement, LFI a voté contre. Pour ces raisons. Alors, figure-toi que les discours qu'ils ont faits dans l'hémicycle pour justifier leur vote contre, c'était qu'ils avaient compris qu'en fait, on mettait le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux. Et donc c'était pour les bonnes raisons. Donc, quand c'est bien, c'est bien. Je veux dire, on peut avoir des désaccords sur d'autres sujets, mais en tout cas, voilà, là, il faut rendre à César ça. Et je voudrais juste dire qu'il y avait seulement pour ce vote de cette proposition de loi à l'Assemblée, sur 577 députés, ils étaient 157 à voter. D'accord, 157. Et sur les 157, sur 577 qu'on paye, accessoirement, sur les 157, il y en a 130 qui ont voté pour, ce qui veut dire que 130 personnes ont décidé d'un basculement majeur temporaire, parce qu'évidemment, la loi va ensuite aller au Sénat, etc., etc. Mais en tout cas, on validait cette proposition de loi, 130 personnes pour 68 millions de gens. Et moi, j'aimerais faire une proposition, puisque ces gens sont très friands de certification d'identité numérique. Moi, j'aimerais leur proposer quelque chose. Étant donné que on aime la science, on croit en la science et qu'on aime la technologie, eh bien, à l'heure actuelle, il serait tout à fait possible de leur créer une application numérique à ces 577 élus que nous payons très chèrement avec des indemnités et des petites enveloppes en cash qui parfois servent à acheter de la coke, pour parfois droguer des collègues pour pouvoir les violer. Attends, donc c'est génial, quoi, les tiroirs. Donc, une petite application numérique serait de bonne loi où ils pourraient certifier leur identité numérique. Et quand ils sont en circonscription, qu'ils ont aquaponé pour pas venir voter un truc parce qu'ils ont une consigne des copains, des loges de je sais pas quoi, eh ben, ils pourraient voter quand même. Et au moins, on n'aurait plus 130 personnes qui voteraient pour… mais ça, Madame Béatrice Rosen, c'est de la démagogie, a dit, comment elle s'appelle ? La patronne c'est la nana qui est au perchoir. Yael Braun-Pivet ?
Yael Braun-Pivet, voilà, elle dit c'est de la démagogie là de voir par exemple les tests de drogue aux députés. Alors, elle a dit c'est scandaleux, c'est absolument bon, d'accord. Donc on a dû tous faire des tests PCR pour pouvoir aller chez le coiffeur, mais par contre des tests de drogue pour les gens qui votent les lois, ça c'est démagogue, tu comprends? Mais elle croit pas en la science, Madame Braun-Pivet, elle croit pas en la technologie. Moi, je Ah crois non, en la mais science. ce qu'elle je crois en la croit et technologie. ce qu'elle utilise bien, c'est qu'en fait, ces gens-là sont au-dessus, c'est l'hyperclasse, tu comprends? On va pas mélanger, on va pas appliquer les mêmes lois au bas peuple qu'à l'élite de la nation, malheureuse. Enfin, je veux dire, on n'a pas idée, toi aussi, que la loi soit la même pour tous, mais c'est quoi ça? Ils n'avaient pas de passe sanitaire d'ailleurs, hein. Eux, ils n'avaient pas de passe. Ils Alors n'avaient pas que, d'obligation. Ouais, tout à fait. voilà. Surtout que, pour le coup, ils étaient plus à risque que beaucoup de gens, quoi. Vu Oui, l'âge, il y a beaucoup. etc., au Sénat, ils étaient quand même plutôt des gens à risque. Donc, ils auraient dû croire en la science et s'auto-imposer même double, c'est-à-dire passe et test. C'est ça. Voilà. Mais évidemment que non, on va pas commencer à donner l'exemple. Donc, nanana. Ah oui, d'ailleurs, je vois, en effet, WhatsApp est exclu de la loi, comme considéré comme messagerie privée qui serait régulée, contrairement à Signal. Alors, je parle même pas de Graphene, de Graphene OS, qui est un système d'exploitation pour téléphone Android. Ouais, je t'en prie. Alors non, il y a, j'ai vu Laure Miller qui porte cette loi, je ne sais pas si c'est elle qui a écrit la loi ou en tout cas elle fait figure de personne qui va assumer la loi pour ceux qui l'ont écrit. Il y en a toujours un comme ça qui est choisi pour aller au front. Et donc, elle était sur une émission de télé, il me semble que c'était sur Public Sénat, et elle a expliqué qu'ils allaient demander à WhatsApp de scinder en deux, rien que ça, de scinder en deux leur application, puisque WhatsApp, il y a une fonction messagerie privée et une fonction un peu réseau social avec les chaînes. Et donc, elle expliquait qu'elle va demander à WhatsApp de scinder en deux pour que le côté application réseau social tombe sous le coup de cette loi. Et puis, alors, c'est très pratique parce que du coup, le côté messagerie privée, lui, pourra tomber sous le coup. Quand je te dis qu'il multiplie les lois pour tout couvrir, ça tombera certainement bientôt sous le coup de la loi chat control qui est en préparation à la Commission européenne. Voilà, tu vois. Et là, chat control, on est d'accord, ça donnera tout à fait le droit à l'État, à la Commission européenne d'accéder à nos photos, à tout ce qu'on échange sur les réseaux sociaux, y compris les snaps, donc y compris les photos à visualisation unique. Ça sera visualisable par la Commission européenne. Quand on sait en plus que derrière les données fuitent dans tous les sens, je ne comprends pas que les gens se lèvent pas en disant attendez, stop, c'est plus un pas en arrière. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et je voudrais juste faire une digression parce que j'ai oublié tout à l'heure d'en parler, mais ils disent que toutes ces lois, c'est pour protéger les gens. Donc, l'article 4 sur les dérives sectaires, la loi SREN sur la pornographie, le DSA qui est censé contrôler le numérique au niveau européen, etc., etc. Maintenant, cette nouvelle loi. Et en fait, quand on regarde, par exemple, l'affaire Portmanov, Jean Portmanov, il y avait de multiples, il me semble, des dizaines de signalements sur ce cas-là. D'accord. Moi, je ne connais pas ce réseau social et je ne connaissais pas du tout avant d'apprendre son décès. En fait, ça m'a ouvert cet univers-là parce que je ne connaissais pas du tout. Mais il semblerait qu'il y avait des dizaines de signalements. Et là, même jusqu'au ministère du numérique qui était alerté, personne n'a rien fait. Donc, c'est pour vous dire la sollicitude et vraiment ils sont vraiment très préoccupés de la santé et de préserver le psychologique et la santé mentale et physique des gens. C'est-à-dire que le pauvre homme, il est mort après des humiliations. Je veux dire, c'est un scandale quand j'ai vu les images du truc passer comme ça. Tous les gens qui disaient que X était toxique, alors là, rien du tout. Puis le DSA, pareil. C'est-à-dire que tous les gens qui te disaient, ah mon Dieu, c'est scandale. Donc, X, pendant que Jean Portmanov se faisait harceler et torturer et menant à la mort en direct live en France, Thierry Breton et la Commission européenne disaient que mettre une coche bleue à Donald Duck, c'était le vrai truc important. Non mais, je crois qu'à un moment donné, il faut dire les choses, si tu veux. C'est le truc qui attirait l'attention de Thierry Breton et de la Commission européenne, c'était la coche bleue à Donald Duck. Dans le même temps, tu avais Jean Portmanov qui se faisait exécuter en direct quasiment, en tout cas qui se faisait torturer en direct et harceler et abus psychologiques. Et ça,
Les mêmes de Hello Kitty X qui nous ont dit que X était toxique, bah, ils se sont pas levés pour dire que le réseau, j'ai oublié comment il s'appelait, le réseau australien, en plus australien, qui publiait ça, Kik, c'est la plateforme Kik, était toxique. Ah, pour David Chavalarias, c'était pas toxique. Hein. Ça, c'est évidemment l'affaire Portmanov, ça n'a rien de toxique, tu comprends. Par contre, ce qui est toxique, c'est de mettre une coche bleue à Donald Duck. Tout à fait. Non, mais donc on voit l'imposture totale qui est en cours et c'est pour ça que c'est très important, encore une fois, et que j'appelle tout le monde qui nous regarde à ne plus vous soumettre à ce faux magistère intellectuel de ces gens qui, dans l'espace et le débat public, vous essayent de vous impressionner par leur confiance en eux et leur narcissisme. C'est insupportable. Il ne faut plus se soumettre à ça. Ces gens ne veulent pas. C'est pas vrai, ils veulent pas notre bien. On a encore une fois, on n'a pas des milliards d'années de recul, on a juste 8 ans de recul, 8 ans et demi de recul avec la dirigeance. Et ce recul, il fait l'objet d'une censure énorme, hein, parce que la Fondation McCullough a démontré, par exemple, que contrairement à ce que la presse avait dit, évidemment, la protéine Spike continuait d'être produite par les injectés pendant des années. Hein. On avait dit que ça restait 2 semaines dans le bras, pas du tout, ça reste pas dans le bras. Et la Fondation McCullough a aussi démontré, a fait des méta-analyses sur les autopsies, sur le nombre de morts post-vaccinales. Donc, en effet, ce recul déjà est minimisé dans la presse. Non, mais je parlais même pas du recul médical. Je parlais du recul sur le résultat de la politique de Macron, en fait. Oui. Le recul sur l'expérience de notre vie au quotidien dans la Macronie, en fait. On continue à nous dire que tout va bien, on cache les faillites d'entreprises. Macron dit qu'il va lutter contre Donald Trump au Groenland, mais là, on vient de vendre la société qui fabrique les ventilateurs des Rafales. C'est ça, il y a un double discours. Il y a un double discours parce que pendant qu'il fait diversion avec ses lunettes et son faux short à la télévision, qu'il amuse la galerie et qui fait le clown, littéralement. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un nez rouge, c'est des lunettes, c'est pareil, quoi. Voilà. Disons fabriqué en France, et d'ailleurs, il y a eu une plainte de la part des lunetiers du Jura qui ont dit non, c'est pas du tout fabriqué en France, on s'est fait baiser par Essilor Luxottica. Donc... Oui, c'est ça, c'est italien. Donc voilà, tant mieux pour eux, mais sinon une augmentation. D'ailleurs, je sais pas qui a envie de ressembler à Macron, mais bon, grand bien leur face. Voilà, en tout cas, pendant qu'il fait son sketch et qui fait des muscles photoshopés devant Donald Trump en disant qu'il l'a totalement maîtrisé et que c'est grâce à lui si Donald Trump a changé d'avis sur le Groenland. Pendant ce temps-là, il continue de vendre la France à la découpe aux Américains. Et c'est pas la faute des Américains. Les Américains, moi je suis moitié américaine, moi je suis pour que les États-Unis soient forts, mais pas au détriment de la France, pas. Et c'est pas de la faute des Américains si les dirigeants français décident de vendre le pays à la découpe. Eux, il y a un truc à acheter, ils l'achètent. C'est à nos dirigeants de ne pas trahir leur population, enfin. Et tout en ayant ce double discours, tout en disant, ouais, vous avez vu, j'ai joué au dur avec mes lunettes et mes gros muscles et ma boxe. Mais qui tombe dans ce panneau? C'est absolument effrayant. Ouais, on en revient encore et toujours aux médias citoyens, c'est-à-dire ce qui fait que les gens tombent dans le panneau, c'est leur représentation du réel. Et avec des médias comme BFM TV, etc., qui leur disent non, mais Macron est un génie, c'est le Mozart de la finance, il a changé le monde, il a vraiment sa gestion est exceptionnelle et la France va beaucoup mieux maintenant. Puis heureusement qu'il est là. Enfin, il faut voir les gens. Justement, tu parlais du petit microcosme parisien. Il faut voir les gens à Paris qui te disent mais heureusement que Macron nous défend de Trump. Heureusement qu'il est là. Il nous défend de Poutine et de Trump. Quel héros, quel génie. Ah oui, par exemple, sur les émissions comme Les Grandes Gueules ou Estelle Midi. Moi, j'ai jamais regardé cette émission, mais je vois les clips, tu sais, passer sur le fil d'Actu X. D'ailleurs, je suis pas abonnée, donc comme quoi les algorithmes, pour certains contenus, ils dégranularisent pas tout quand ça les arrange. En tout cas, les chroniqueurs sur ces émissions-là, ils expliquent à quel point Emmanuel Macron a été formidable parce qu'il nous a vachement défendus et qu'il a il a remis Trump à sa place, etc. Alors que c'est exactement l'inverse en coulisses qui est en train de se passer.
Donc, il est en train encore de céder de plus en plus de pans de notre industrie et puis le traité de libre-échange, parce qu'il faut aussi parler de ce que Ursula von der Leyen, d'ailleurs, elle s'en est pas cachée, hein, à Davos, pendant que nos agriculteurs étaient à Strasbourg en train de faire une action, elle était déjà à Davos et puis elle annonçait déjà partir en Inde pour faire un traité de libre-échange. Je voudrais juste préciser que j'adore l'Inde, que j'ai tourné un film en Inde, que j'ai passé 3 mois au centre de l'Inde, que j'ai adoré, c'est d'une beauté à couper de souffle et j'adore ça. Mais encore une fois, je veux que l'Inde soit l'Inde et l'Inde soit forte, mais je veux pas que ça se fasse au détriment de mes compatriotes, en fait. Ouais, mais c'est ce que Henry Kissinger avait très bien expliqué. Il disait la puissance des États-Unis, elle tient à leur capacité à punir les traîtres à l'intérieur et à les exploiter à l'extérieur. Et en France, c'est vraiment 100% ça, quoi. Alors, des gens qui vendent les turbines Alstom, les gens qui vendent maintenant qui d'un côté disent on va être fort face à Trump et de l'autre vendent le système de ventilation du Rafale aux États-Unis. Bon, bah, ils sont récompensés, ils font carrière, tout se passe bien pour eux. Bon, alors sauf Breton qui allait un peu trop loin, c'est-à-dire Breton en tant que traître. Les Américains lui ont rappelé t'es gentil, mais tu vas pas commencer à nous emmerder nous. Donc interdiction d'entrer sur le territoire US, ce qui au passage n'est rien. Je veux dire, on se fait refuser un ESTA. Il y a des gens qui se font refuser des ESTA tous les jours. Richard Medhurst, il se fait refuser des ESTA. C'est bon, voilà, on va pour arrêter les conneries 5 minutes. C'est pas de la persécution. Mais bon, évidemment, là, ce qui m'a frappé d'ailleurs, c'est que même Mélenchon, alors autant ils ont très très bien voté pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans avec l'identité en ligne, mais Mélenchon avait défendu Breton. Là, j'ai eu un bug. Là, j'ai bug dans la matrice, là. Je veux dire, Mélenchon qui défend un exilé fiscal multimillionnaire qui a planté toutes les boîtes par lesquelles il est passé, boîtes publiques, et qui est le baron des suicides chez France Télécom. Ah, j'aurais quand même attendu de la part de soi-disant d'un représentant des ouvriers qu'il taclât un petit peu plus ce taré de Breton. Mais bon, non, là, il y a eu voilà, on en revient à c'est comme l'embrassade de Manon Aubry avec Ursula von der Leyen. On voit c'est dû à quoi, à ton avis? Est-ce que c'est des connivences de coulisses, des consignes de quelque chose, ou est-ce que c'est incompréhensible? Moi, quand j'ai vu ça, je suis tombée de ma chaise. Par exemple, Mélenchon a des liens avec la famille Dassault qui ne sont pas des liens négatifs. Ce seraient des liens mauvais uniquement pour un ultra-marxiste stalinien. Mais les liens que Mélenchon a avec la famille Dassault lui ont permis à l'époque de protéger Dassault. Et il a joué un rôle majeur, Mélenchon, dans la souveraineté de la France, parce que le dernier truc que Macron veut vendre, c'est Dassault. Hein. Il y a le Rafale dedans, voilà. Puis les Allemands veulent mettre la main sur les technologies de Dassault depuis très longtemps. Et étrangement, enfin, d'une chose qui aurait pu être dénoncée comme politiquement incorrecte, on rappelle que politiquement correct, au départ, ça vient du Parti communiste, hein, ça veut dire ce qui est dans la ligne du parti et ce qui est pas dans la ligne du parti, c'est ça que ça veut dire politiquement correct. Et au départ, Mélenchon, à défendre Dassault en sous-main, aurait pu être évidemment accusé d'être politiquement incorrect vis-à-vis du marxisme-stalinisme. Mais ça a rendu des services à la France. Pourquoi Breton, qui est l'exécuteur testamentaire de LVMH, enfin de Bernard Arnault, et qui est donc le baron des suicides chez France Télécom, enfin c'est un bourreau de salariés, Thierry Breton. C'est un bourreau de salariés, un bourreau de retraités, un bourreau d'épargnants aussi, avec bon sang, l'autre boîte qu'il a coulée. Rappelez-moi là dans le chat. Atos, voilà, avec Atos, bien sûr, le scandale Atos, qu'il a complètement ravagé. Et en plus, il se permet de dire que lui, il a toutes les boîtes, il les a redressées. Limite, c'est Bernard Tapie. Le mec, t'as pas de problème. Bon, Bernard Tapie, il a vraiment redressé des boîtes, tu vois. C'est pas là. On boxe pas dans la même catégorie. Et c'est lui qui a fait de la tôle, par contre, tu vois. C'est ça la beauté de la République française, c'est que Thierry Breton qui explose des boîtes, il fera jamais de tôle. Et que Bernard Tapie qui a redressé des boîtes, il en a fait. Mais bon, là, on va rentrer dans des débats de fond. Non, mais juste moi qui connais Bernard Tapie, qui a fait une pièce de théâtre avec lui, et j'aimais beaucoup Bernard Tapie. Après, les gens peuvent dire oui, non, je l'aime pas, c'est un escroc, c'est pas un escroc. C'était quelqu'un. Non, mais humainement, je veux dire, c'était la différence avec la Macronie et la déshumanisation totale dont on parle depuis le début de l'émission, c'est que Bernard Tapie, c'était un vrai humain. C'est-à-dire que. Il a été piégé. L'affaire BT Finance, c'est un scandale. Hein. Tu regardes tout le truc, tu fais non, l'affaire du Crédit Lyonnais, le Crédit Lyonnais, banque d'État,
a escroqué Bernard Tapie d'une force et a mis sa boîte en faillite pour qu'il puisse pas porter plainte derrière. Ça, c'est les faits. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je suis tout à fait d'accord. Il y a des tas de trucs que politiquement je peux lui reprocher, son alignement avec Mitterrand, le fait qu'il ait déglingué Rocard, tout ça. Mais d'un point de vue entrepreneurial, pardon, c'est... Et puis c'était une intelligence. Enfin, je veux dire, tu passais un moment avec lui. Au début, je me rappelle des conférences de presse où tu as des journalistes qui arrivaient, qui le détestaient et qui arrivaient, tu sais, avec leur air méchant, genre je vais t'avoir, quoi. Machin. Au bout de 10 minutes, tu pouvais pas t'empêcher. Les mecs, ils rigolaient avec lui et tout. Tu peux pas. C'était quelqu'un d'un charisme plus extraordinaire et puis d'une humanité. Il se souvenait toujours et puis il pardonnait, il pouvait s'embrouiller avec des gens, puis après au bout d'un moment il pardonnait, puis je sais pas, c'était quelqu'un un humain, quoi. On rentre dans l'ère des robots et c'est insupportable en fait. C'est contre ça qu'il faut se lever. Ouais, c'est absolument ça. Donc, pourquoi Mélenchon a défendu Breton? Je pense que c'est vraiment 100% de l'intérêt de Caste, parce que même les militants LFI, bon, alors vous allez dire, oui, mais c'est parce qu'ils luttent contre les GAFA. Ils luttent rien du tout contre les GAFA. Regardez Kik, etc. Enfin, c'est Meta. Regardez Meta. Vous croyez que Facebook est emmerdé? Pas du tout. Pas Microsoft, ils sont emmerdés, Microsoft, pendant que la totalité des systèmes d'exploitation en Europe, à quelques rares exceptions comme la gendarmerie avec Jean Ubuntu, utilisent Windows. Je parle même pas de Azure, voilà, et puis qui est le système le plus utilisé au monde maintenant pour les serveurs devant Amazon Web Services. Donc non, c'est pas du tout pour lutter contre les GAFAM. Breton, il s'en fout d'Amazon, il s'en fout de Meta, il s'en fout de Microsoft, il s'en fout même de Google, pour être honnête. Par contre, il veut emmerder Musk, ça c'est clair. Par contre, ils s'en foutent pas du Groenland, alors que ils essayent d'être plus danois que les Danois, alors que les Danois, eux, achètent leurs avions aux Américains. Encore maintenant. Et donc ensuite, s'ils achètent leurs avions aux Américains, bah, même un enfant de 5 ans comprend bien que du coup, ils peuvent pas lutter contre les Américains s'ils dépendent d'eux pour des armes de guerre. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où on nous prend vraiment pour des imbéciles, quoi. Et comment ça passe? Et c'est le truc d'Édouard Philippe, là, et ça passe. Mais comment ça passe? C'est pas possible. On nous prend pour des idiots du matin au soir. Et je trouve que c'est tellement une insulte envers notre intelligence. On nous méprise, on nous traite de Jojo 93, du 93, on nous traite de... Mais ça suffit. Quand est-ce qu'on dit ça suffit? Ça suffit. D'ailleurs, c'est le nom du truc de Patrick Sébastien. Ça suffit. Ouais, qui a témoigné contre parce que là, le scandale de l'audiovisuel public, on peut en parler dans le dernier quart d'heure avant de prendre les questions, mais le scandale de l'audiovisuel public, où là, d'un côté, on voit qu'ils veulent surveiller les gens sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux font une alternative, notamment à l'audiovisuel public, qui est de moins en moins regardé. Et d'autre part, ils s'autorisent toutes les absences de surveillance. Enfin, quand il s'agissait juste de donner leur salaire en commission parlementaire, les mecs ont refusé. Donc, les mêmes types qui veulent qu'on scanne notre visage, qu'on fasse un selfie pour se connecter à des réseaux sociaux, refusent de balancer leur salaire, refusent de balancer l'argent qu'ils touchent, de l'argent public, du trésor public, quand ils sont auditionnés par un élu du peuple. Et ce courageux Charles Aloncle, mais il a eu les pires difficultés du monde, character assassinations, attaque dans tous les sens, limite on l'a comparé à un nazi. Et évidemment, on a empêché son enquête avec même Yael Braun-Pivet, toujours elle, qui a dit, bon allez, rappel à l'ordre, c'est trop ce que demande Charles Aloncle. Il est élu du peuple, il demande simplement que l'audiovisuel public rende des comptes. Eh ben c'est trop, c'est pas assez respectueux, puis c'est trop inquisitoire. Toi qui es franco-américaine justement, toi tu as vu des commissions d'enquête américaines. Mais on peut leur parler comme ça aux commissions d'enquête sénatoriales? Déjà, pendant une commission d'enquête aux États-Unis, je veux dire, même les gens les plus importants du monde, ils sont déjà physiquement, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que rien que la salle, et c'est là que tu comprends pourquoi la justice est faite ainsi, les palais de justice sont même architecturalement parlant, sont faits ainsi. C'est-à-dire que dans une commission d'enquête américaine, même si tu es la personne la plus importante au monde, quand tu es dans ton petit siège et ton petit micro face au congressman ou aux représentants du peuple américain, parce que tout est toujours au nom du peuple américain, tu fais pas le malin et puis tu es très respectueux parce que sinon,
tu pars direct en content, tu vois, c'est pas on vient, on t'arrête, c'est littéralement, tu peux pas. Oui, tu peux faire de la tôle le jour même pour contempt of the court, donc outrage à la cour, et c'est le jour même. Et là, c'est boum, genre t'es Mark Zuckerberg, tu vas dormir en prison. C'est ça. Donc tu parles pas aux gens comme Ercilia Soudet, tu vois. L'a fait. C'est-à-dire, il y a un minimum, tu es en self-control total de tous les mouvements de ton corps et de tout ce qui sort de ta bouche. En effet, tu voyais Mark Zuckerberg, il était comme ça, tout était contrôlé, il faisait pas le malin. Et nous, en effet, on a des commissions parlementaires qui se font cracher à la gueule. Ah non, mais c'est effrayant. Et Charles Laloncle est excellent et il avance, il est impassible, tel un rouleau compresseur. Et puis, c'est quelqu'un qui a travaillé. Je veux dire, compare ce député qui a déjà son travail de député, qui a en plus préparé cette commission d'enquête, qui lui, il est là. Hein, il n'est pas en train d'être à la buvette comme les autres pendant le vote de la loi. Et lui, il a fait le taf. Il n'a pas fait comme les journalistes à se badigeonner de moraline. Il sait toutes les questions qu'il pose démontrent qu'il a lu, enfin, je veux dire, il connaît par cœur tout l'historique de tous les personnages et de tous les deals et de tout ce qui s'est passé chez France Télévisions dans l'histoire de France Télévisions. On le comprend à ces questions parce que c'est tellement précis, incisif, c'est extraordinaire. C'est un mec brillant. Tu vois, là, c'est quelqu'un de brillant. Et qui en plus se la raconte pas, il est pas là à dire oh qu'est-ce que je suis brillant, à faire le malin sur les plateaux télé comme les journalistes médiocres dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est des gens comme ça qu'il nous faut à la tête de l'État. Voilà. Là, je dis, OK, j'ai confiance, je peux retourner dans ma vie. Tu sais, c'est ce que dit Coluche. J'arrêterai de faire la politique le jour où les politiciens arrêteront de me faire rire. Et ben moi, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai autre chose à faire aussi que de faire des threads pour répondre à une tribune pourrie d'une journaliste du Figaro le soir après que mes enfants soient couchés. J'ai autre chose à faire. Et de faire des lives. Alors que la journaliste du Figaro, elle est payée, ouais, en effet. C'est ça. En plus, moi, je suis pas payée. Je suis actrice. Je me suis créé une chaîne YouTube. J'aimerais parler d'autres choses sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Béatrice Rosanne officielle. Petit moment de moment. Je vais l'afficher, mais tu parles d'autres sujets sur ta chaîne. En effet, c'est très intéressant. Ouais. Et donc voilà. Et donc, enfin, on a quelqu'un en Charles Laloncle qui montre l'exemple de comment un politicien devrait être. C'est-à-dire, il se met pas en avant, il est pas narcissique, il fait pas des sketchs avec des lunettes, il met pas des baskets à 1000 €. Il vient, il fait le job, il a travaillé, il est prêt et c'est un rouleau compresseur. Il avance. Donc, mais par contre, on le sanctionne. Alors qu'on devrait normalement, on devrait, Charles Laloncle, encourager les gens à faire comme lui. On devrait le citer en exemple, l'ériger en exemple. Et ben pas du tout. Au contraire, on fait de lui un contre-exemple. On dit qu'il faut surtout ne pas suivre son exemple. C'est ça qui est dramatique. C'est ça, c'est le monde à l'envers. La Macronie, c'est une réalité. On est enfermé dans une réalité inversée depuis 8 ans et demi. Et il y a des gens qui en font une analyse presque eschatologique parce que ça va jusque-là, tellement on est dans une situation qui est tellement ubuesque et incompréhensible avec un prisme normal, une grille de lecture normale de gens normaux, sains et structurés, qu'on en vient finalement, certains en viennent à faire des lectures eschatologiques d'une situation parce qu'on se dit, attends, c'est quoi une réalité inversée? C'est presque satanique. Enfin, je veux dire, voilà jusqu'où vont certaines personnes parce qu'en fait, il y a un tel malaise de comprendre que l'inversion des valeurs est totale et donc les gens ont besoin de trouver une explication. Donc certains vont jusque-là, d'autres vont trouver cette explication dans la corruption, d'autres dans l'incompétence. Mais en fait, quand on est sain dans sa tête, on a besoin de comprendre pourquoi on vit quelque chose d'incompréhensible. Voilà. Ben, écoute, c'est un très bon commentaire de l'actualité. Encore merci pour le travail que tu fais. Donc, j'ai affiché ta chaîne, je l'affiche à nouveau. Suivez cette chaîne Béatrice Rosanne officielle. Et en effet, tu ne parles pas que de tous ces sujets-là. Donc, tu fais des lives. Ouais, plein de trucs, totalement. Des trucs vraiment divers et variés. Je parle de cinéma, je parle parfois de trends. Par exemple, là, j'ai fait un truc absolument dingue. Sur tous les réseaux sociaux, les algorithmes poussent cette espèce de théorie de la Tartarie qui est le faux nez du
du ressentisme, et puis c'est poussé vraiment par les algorithmes, donc je me pose des questions aussi. J'ai été regarder plein d'autres, voilà, je parle de plein de sujets, tous les sujets qui m'intéressent, divers et variés, et d'énergie. Parfois j'ai des intervenants, notre cher ami Fabrice Epelboin qui est toujours excellent, le Mon corps, mon choix, l'historique, les droits de succession, la prière, à quoi sert la prière, enfin voilà, des trucs vraiment très très divers et variés. La Mona Lisa. T'assumes d'être croyante, et c'est très rafraîchissant à notre époque où l'athéisme et enfin même un certain satanisme parfois est promu par les médias, donc c'est très sympa de voir. C'est au-delà de la croyance, je pense que la spiritualité, avoir une spiritualité, quelle qu'elle soit, est absolument essentielle, surtout en ce moment, surtout justement dans cette réalité des valeurs inversées. Elle est trop mignonne, ça c'est Chanel qui est vraiment super active sur ma chaîne. Merci, vraiment adorable. Et donc voilà, je pense que la spiritualité, c'est un élément essentiel. Je pense que la dérive des enfants, ça, par exemple, ça protège plus les enfants que n'importe quelle loi débile qui vont encore essayer de nous pondre. Leur montrer que, leur apprendre à faire de l'introspection, leur apprendre à s'auto-analyser, à s'auto-améliorer, à ne pas juste dans la vie avoir envie du dernier sac Chanel, même s'il n'y a rien de mal à ça, en partie, mais il ne faut pas que ce soit l'alpha et l'oméga de notre identité, en fait. Et donc, voilà. Ce serait pour une autre émission plus tu parlais de loi unique, etc. On a reçu l'abbé Raffray sur cette chaîne. J'espère qu'on le recevra à nouveau. C'était quelqu'un de remarquable. Je sais que tu aimes bien ce qu'il fait. Et en ce moment, il a pris des positions très, très, très courageuses sur la GPA et sur l'euthanasie, qui sont vraiment de l'eau. Et puis ça, au passage, l'administration Trump, alors tu as Marco Rubio qui est très catholique, tu as J.D. Vance qui est très catholique aussi. On dit que le nouveau pape a été fondamentalement encouragé par les services américains et par l'administration Trump, puisque c'est le premier pape américain de l'histoire. C'est pas anodin. Et là-dedans, il se dit que le prochain cardinal de Paris pourrait être un vrai opposant à Macron, pourrait être quelqu'un qui aurait été choisi spécifiquement pour l'opposé de en gros, la cérémonie des JO, elle n'est pas passée, quoi, par J.D. Vance, par d'autres. Et puis alors, la restauration des vitraux, enfin, les vitraux de Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame, les incendies d'église en France en général. Et puis, bon, ces mots un peu à double sens, hein. Cette église, nous l'avons rendue au culte. Bon, voilà, en un seul ou en deux mots. C'est ce que Macron a dit dans son discours. On sait que beaucoup de pseudo-initiés de bas niveau aiment bien faire ce genre de truc parce qu'ils se sentent différents. Ça leur donne un frisson dans le dos quand ils font une petite référence comme ça. Et dans ce contexte-là, c'est cette contre-culture, je veux dire cette lutte contre la culture dominante. Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand l'abbé Raffray prend des positions sur la GPA, sur l'euthanasie, etc. Alors, déjà, de toute façon, comme je te disais, une spiritualité est importante dans la vie des gens et je pense que des repères sont importants. Même si on n'est pas totalement aligné avec ces repères, je pense que d'avoir des repères dans toutes les religions et que ça fasse partie en fait de la vie des gens, c'est important parce que ce sont des boussoles. C'est très facile pour une société de partir à la dérive quand elle n'est plus ancrée, quand il n'y a plus aucun pilier, quelle qu'elle soit, sans faire référence à justement à de l'occulte en parlant de piliers, mais vraiment juste des références, des boussoles dont on peut s'écarter ou pas, comme un échafaudage, et puis ensuite on s'en libère une fois qu'on est structuré, qu'on est adulte. Maintenant, il faut savoir que, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais que le pape a refusé de voir Emmanuel Macron, a refusé une audience à Emmanuel Macron, donc ça déjà c'est quand même un acte qui n'est pas anodin. Ouais. C'est un acte fort, c'est un message en soi. Et donc, voilà, ça affiche la couleur directement. Sur le sujet de l'euthanasie, je trouve ça très important que les personnes religieuses donnent enfin pas leur opinion, mais ce qu'ils représentent dans leur religion. Et c'était un débat sur lequel moi je n'avais pas du tout tranché parce que c'est vraiment quelque chose de tellement intime, de tellement personnel. Mais en fait, ce qui a tranché pour moi, en fait, ça s'est imposé à moi, mon opinion s'est imposée à moi, parce qu'en fait, je n'ai tellement pas confiance en la Macronie et le fait que la Macronie porte cette mesure et veuille absolument la faire passer, que Yael Braun-Pivet a dit qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir
tout ce qui est en son pouvoir pour faire passer cette loi le plus rapidement possible. Ça me glace le sang. Là aussi, c'est le World Economic Forum, parce que tu as la même chose au Canada, tu as la même chose en Australie, ça se fait simultanément. Tu as d'un coup une sorte de grand message mondial qui est, bon, il y a trop, on le sait, hein, on dit il y a trop d'humains sur Terre, il faut les castrer, il faut les stériliser, il faut les empêcher de se reproduire, il faut les rendre transsexuels pour qu'ils puissent plus se reproduire, ça va avec. Et bien entendu, il va falloir les euthanasier parce qu'en plus, ça va régler le problème des retraites, on est d'accord. Donc, on voit qu'on boucle la boucle avec ce dont on parlait sur le réseau social tout à l'heure, W, qui est conseillé par le Club de Rome, qui a des positions extrêmement tranchées sur le sujet de la démographie. On voit qu'au Canada, j'ai fait justement, donc on parlait de ma chaîne tout à l'heure et des sujets éclectiques. Dans les sujets éclectiques, j'ai fait un entretien avec Frédéric Douai, qui est docteur en droit, qui est totalement mainstream, qui a des chroniques dans le Figaro, il me semble que c'est dans les Échos, etc. Et on a discuté de ça. On a fait une émission sur les conséquences et le biais économique de l'euthanasie. Quel sera l'impact économique de cette loi si jamais elle était passée? Et on a passé en revue ce qui se faisait dans les autres pays, au Canada, en Belgique, etc. Il y a des dérives absolument considérables aux Pays-Bas. Il me semble qu'il y a un des 3 pays où, quand vous avez l'impression que vous avez accompli votre mission de vie, vous pouvez demander l'euthanasie. J'ai fait ce que j'avais à faire, ouais, donc c'est bon. Voilà. Les critères sont évidemment extensibles. C'est exactement le même principe que ce squelette de restriction, de certification d'identité numérique. En fait, les critères, du coup, une fois que l'infrastructure est mise en place, on voit bien que les critères sont extensibles. Donc, de plus en plus de critères. On élargit aux mineurs, on élargit aux chômeurs, on élargit aux pauvres, et donc finalement, au Canada, les pauvres sont surreprésentés dans les demandes d'euthanasie. Donc, on voit qu'il y a un poids, une pression sociale sur les pauvres. Et donc, à nouveau, on retombe dans une discrimination sociale. Jojo du 93, bientôt, il aura un pass euthanasie, en plus du pass numérique et des ZFE et du pass carbone et de tous ces autres passes charlatans sanitaires, etc. Il aura son pass euthanasie. Et donc, c'est absolument terrible. On ne veut pas, enfin moi, je ne veux pas de cette société-là. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans cette société-là. Je veux leur offrir le champ des libertés que moi j'avais à mon adolescence. C'était la chose la plus belle au monde. Je montais dans un avion, j'avais le cœur qui battait, je partais à l'aventure. Voilà, je veux que mes enfants vivent ça. Voilà, c'est tout. Eh ben, merci pour cette très belle conclusion. On va passer aux questions. Vous pouvez poser vos questions en mettant questions en lettres majuscules et on va y répondre. J'en ai vu quelques-unes passer. Non, est-ce que vous-même vous prévoyez une alternative en cas de censure sur vos chaînes et sur YouTube? Il y en a toujours un peu. Moi, j'irai sur X, par exemple. Toi, je sais pas ce que tu as prévu si jamais on te ferme ta chaîne. Le problème, c'est que s'ils commencent à faire des répressions, ils vont te fermer tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est une centralisation de l'accès aux réseaux sociaux. Donc, ils peuvent te couper tous les réseaux sociaux d'un coup. Je ne sais pas, est-ce que peut-être faire un site propre, héberger soi-même ses contenus ou aller sur des newsletters type Substack où je crois ils ont annoncé là qu'ils ajoutaient du contenu vidéo. Franchement, je ne sais pas. Il va falloir s'organiser, c'est sûr. À un moment donné, mais bon, c'est pas simple. Non. Rumble, c'est déjà quitté, c'est-à-dire c'est une censure indirecte. On voit que petit à petit, ça avance, n'empêche, leur agenda de fin de la liberté d'expression. Ils ont essayé, même aux États-Unis, ils ont essayé de lancer dans le débat public qu'en fait, le premier amendement serait toxique pour la démocratie. À l'époque de Kamala Harris. Avec des éditos. On voit que d'ailleurs la méthode, parce que c'est important, tu parles de la méthode. Aux États-Unis, mais en France aussi, ça commence par des op-ed, donc la page opposée à l'éditorial, voilà, op-ed, et donc souvent dans The Atlantic, etc. Alors tu vois tout de suite la façon dont ils veulent modeler l'opinion. Tu vois, faut-il enfermer les non-vaccinés? Tu vois, faut-il envahir tel ou tel pays? Tu vois, enfin, immédiatement. Est-ce que le premier amendement est périmé? Il y avait des questions comme ça. Est-ce que nous avons dépassé l'ère du premier amendement ou des choses comme ça? Évidemment, ce sont des ballons-sondes. Ce sont les Christian Estrosi locaux qui sont envoyés au charbon. Bon, un peu meilleur parce que là-bas, la médiocrité, c'est quand même pas récompensé
récompensés comme chez nous. Il y a encore un semblant de méritocratie à certains niveaux. Voilà, c'est quand même pas la même chose. Mais oui, c'est l'équivalent local. Alors, question. Un autre point de rendez-vous pour les gilets jaunes que les ronds-points. Bon, je vois rien pour l'instant. Les agriculteurs étaient montés à Paris, mais en effet, les gilets jaunes ont été détruits par le charlatanisme Covid a détruit le mouvement des gilets jaunes. Mais le problème des agriculteurs, les pauvres, c'est que si tu veux, quand on n'est pas forcément pervers soi-même ou qu'on n'a pas vécu un truc de quelqu'un de pervers, on ne peut pas projeter de la perversité. Et donc, les pauvres, ils sont dans une démarche qui est tellement pure et naïve et de faire confiance, d'attendre pour voir, etc., qu'ils se font avoir à chaque fois, quoi. Et c'est terrible, et ça fait mal au cœur. Et moi, je veux que cette agriculture, elle survive. Moi, je veux toujours les petits fromages de mon producteur, de la viande, de la bonne viande française. Je n'ai pas envie d'un truc dégueulasse du Brésil avec de l'eau et des hormones et des médicaments, quoi. Les tue parce que tu regardes par exemple le poulet ukrainien ou le poulet brésilien ou la dinde brésilienne, les contraintes que le petit producteur dont tu parles doit respecter l'empêche totalement d'être profitable. Et d'ailleurs, tu avais même l'autre taré, là j'ai oublié son nom, qui avait dit les marges des agriculteurs, je m'en fous. Moi, j'en ai rien à foutre de la rentabilité des agriculteurs. Elle avait dit ça. Oui, je me souviens, mais je me souviens pas qui a dit Sandrine ça. Sandrine Rousseau. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, je dis, mais on s'en fout. On parle vraiment de la bobotte qui commande des Pokéballs sur Uber en ville, tu vois, qui sait même pas comment on produit de la bouffe et qui te dit non, mais pour la planète, voilà. Bon, tu sais, comme les tarés maintenant, j'ai vu en école d'ingénieur qui disent n'oubliez pas de regarder les vidéos en 320p parce que c'est un meilleur bilan carbone, voilà. Pendant que les Chinois sont en train de faire ce qu'ils font. D'ailleurs, tu dis ça en rigolant, mais il y a une pub à la télé qui passe de temps en temps où ils te disent de ne plus faire d'appels vidéo et je ne sais pas si les gens qui nous regardent ont vu ça, où ils te disent que c'est meilleur pour la planète de passer juste en audio et que du coup, tu sauves la planète si tu fais un message vocal. Ça te prépare parfaitement au pass carbone, hein, parce qu'ensuite, il y aura le pass carbone. Donc, il y aura non, ce vol n'est pas nécessaire. Tu veux aller à New York, mais pourquoi tu vas à New York? Il n'y a que les élites qui ont le droit d'aller à New York. Toi, tu n'as pas le droit. Thierry Breton, on ne lui demande pas son bilan carbone pour aller aux États-Unis. Hein. Quand on se lève tous comme un seul homme pour dire que Thierry Breton, c'est un scandale qu'il soit interdit d'accès au sol américain, on ne vient pas lui opposer des choses aussi vulgaires que son pass carbone avec ses allers-retours à Dakar pour sa résidence fiscale et ses allers-retours aux États-Unis ou ailleurs. Ça, non, parce que lui, il fait partie... D'ailleurs, Davos, qui est son égrégore, Davos, Flight Radar 24 sur X a expliqué qu'ils attendaient 1700 jets privés pour 5 jours. 1700 jets privés, quel est le bilan carbone? Non, parce que là, c'est l'hyperclasse. Tu crois vraiment que Klaus Schwab, il va bouffer des insectes? Tu crois que lui, il va bouffer de la viande synthétique? Mark Zuckerberg, par exemple, il se vante, il a raison. Il dit, mais moi, j'aime tellement les steaks que j'ai mon propre élevage de vaches que je nourris uniquement à la noix de macadamia pour que la viande soit bien marbrée. Oui, parce que c'est très gras, puis il y a de la protéine dans la noix de macadamia, donc pour que ce soit bien marbré, pour que ce soit niveau bœuf de Kobe, quoi. Il a son propre ranch avec des vaches qui nourrit exclusivement à la noix de macadamia. Donc d'un côté, tu vois des mecs en yacht qui ont des abris anti-atomiques et qui bouffent un steak tous les matins, parce que quand tu es milliardaire, c'est nos limites. Tu peux te faire steak caviar tous les matins, donc c'est ce que se fait Mark Zuckerberg. Et là, on leur parle pas de bilan carbone. Et crois-moi bien que Klaus Schwab, d'ailleurs dont on a vu qu'il détournait de l'argent du World Economic Forum, c'est pour ça qu'il est parti, hein, donc il se mettait bien, pépère. Et puis, tu avais aussi relayé ça sur ta chaîne, les escortes. Parce que, voilà, à Davos, tu as des prestats à 30 000 balles. Donc, à Davos. Jusqu'à 96 000 francs suisses, parce que j'ai fait un épisode sur Davos sur ma chaîne. Et jusqu'à la presta topissime. Qu'est-ce que tu peux avoir pour 96 000 ? Je serais presque curieux. Je ne sais pas si j'ai envie de savoir vraiment. C'est ça le problème. Pour ce prix-là. Mais moi, je voudrais juste dire un truc. Quand on parle de tout ça et de ce qu'ils ont et machin, moi, je ne suis pas du tout haineuse envers les gens qui ont réussi et qui ont de l'argent et qui ont envie de se faire plaisir et qui aiment les belles choses, etc. Je veux pas leur dire d'arrêter de prendre l'avion. Voilà, c'est ça. Moi, je suis contente pour les gens qui réussissent. Tant mieux, ça m'inspire, ça me donne envie de bosser, de me lever le matin, de faire des trucs en me disant « Ah, ça me motive ». Maintenant, ce que je veux pas, c'est que ces gens-là, en plus, viennent
à moi me dire d'éteindre ma boîte Wi-Fi et de limiter mon chauffage à tant de degrés alors qu'on caille, etc. C'est ça, c'est l'hypocrisie en fait, moi qui me dérange. Je m'en fous, je suis contente. Moi, je voudrais de l'abondance pour tout le monde, qu'on kiffe tous. C'est pas le sujet. Je veux juste pas que ces gens viennent me faire des leçons de morale et qu'ensuite ils écrivent des tribunes pour en méprisant Jojo du 93. Voilà, ça c'est non. Mais sinon, qui profitent, tant mieux. Ouais. On n'a rien contre. Moi aussi, j'ai encore une fois aucun problème à ce que Zuckerberg se fasse des très bons steaks le matin, mais j'ai un problème avec le fait que des gens qui se font des très bons steaks le matin viennent nous dire bilan carbone, pop, un seul vol dans ta vie, un seul aller-retour pour ta lune de miel éventuellement, et encore une lune de miel, on n'a pas idée. Et les enfants, c'est mauvais pour la planète. Beaucoup de gens qui te disent ça, les enfants, c'est mauvais pour la planète. Donc bon, non plus pas de lune de miel, ou alors si possible une lune de miel qui ne soit pas féconde. On te proposera tout un tas d'options sociales pour ça. Donc bon, voilà. Et on voit qu'il y a des trends, même sur toutes ces idéologies mortifères. Tu te rappelles, à un moment, je pense on avait dû en parler dans une des émissions, en Grande-Bretagne, il y avait des campagnes de communication sur le fait que les animaux de compagnie consommaient trop de carbone, rejetaient trop de carbone, et que donc, il allait, à un moment donné, falloir renoncer aux animaux de compagnie. Puis ça avait fait un tollé, etc., etc. Mais il y a des tendances comme ça. Et finalement, je pense que, encore une fois, ce sont des ballons sondes pour voir à quel degré on est cuit. Et en fait, selon notre degré de cuisson, il rétropédale et il passe à autre chose. Et en fait, maintenant, ils sont sur euthanasie, ils sont passés sur d'autres mesures. En fait, la finalité est toujours la même, mais ils sont passés sur la promotion d'autres mesures sur lesquelles ils ont trouvé peut-être un meilleur biais d'acceptation de la population. Et tout ça n'est qu'une grande et vaste opération psychologique. Et donc, nous sommes... C'est pour ça qu'il faut que les gens en aient conscience et qu'en fait, nos réactions soient en pleine conscience et que quand ils nous jettent un ballon sonde ou encore une nouvelle idée mortifère, on fasse bloc, en fait, et qu'on dise non, en fait, on n'est pas cuit à ce point. On n'est pas encore... vous nous aurez pas. C'est important. Alors, d'où une question excellente. Est-ce que la centralisation numérique est également un moyen d'atteindre l'épargne des Français? Parce que dans les ballons sondes dont tu as parlé, il y a beaucoup d'op-ed qui disent ça serait pas mal, il y a 6 000 milliards sur l'épargne des Français, et c'est le moment d'être patriote, c'est le moment de toute cette dette que nous on a accumulée en trahissant la France, en détruisant le pays, en vendant nos industries, en se surendettant, en jetant l'argent par les fenêtres. Faut être patriote, faut la payer maintenant. C'est pas nous qui allons la payer, bien sûr, c'est pas Michel Barnier avec sa retraite géante ou Thierry Breton. Mais vous, par contre, vous manquez de patriotisme, les bons Français. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en fait, c'est exactement... tu sais, ça m'a choquée parce que j'ai fait une émission aussi sur ma chaîne sur ce qui s'est passé à Davos, quand j'ai vu que les traducteurs traduisaient de façon très approximative les discours faits en anglais. Je me suis dit, il va falloir que je regarde moi-même les discours parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, le discours que Macron a fait en anglais, et il a fait une annonce dans son discours qui était que du blabla, à part vraiment 2 phrases que les médias ont reprises contre Trump, où il joue au dur, et il a fait une annonce qui est capitale, qui est bien plus importante que le sujet du Groenland. Il a annoncé que dans les prochains mois, en fait, il avait donc réalisé que les Français avaient beaucoup d'épargne et qu'ils l'investissaient mal. Les Français investissent mal leur épargne, que c'était pas fait à bon escient, et donc qu'en fait il va faire une opération d'union des marchés de capitaux, ce dont Bruno Le Maire avait déjà parlé plusieurs fois. Il me semble qu'on en avait parlé avec toi et Philippe Béchade l'autre jour. Et donc voilà, donc c'est ultra choquant parce qu'aucun média n'a repris cette information qui est capitale pour les Français. Et alors je sais pas, est-ce qu'ils ont peur d'affoler les gens et que les gens vont retirer l'argent des banques et donc créer un problème, etc. En tout cas, aucun n'en a parlé, ce qui est, for sure, aucun n'en a parlé, ce qui est très, très problématique à mon avis. Et donc, évidemment que cette infrastructure numérique cumulée à l'euro numérique qui va pas tarder, et puis ensuite, certainement, une disparition du cash, etc., toute cette infrastructure va en fait, on est dépossédé de notre propre argent puisqu'il ne sera plus jamais tangible. On ne pourra plus jamais aller à la banque et retirer notre argent. Cet argent n'existe plus. Il sera complètement absorbé dans la virtualité. Et donc évidemment qu'ils pourront
confisqués partiellement ou complètement si vous avez critiqué le gouvernement ou si vous avez mangé un steak en trop ou si, bon, peu importe le critère du moment. En tendance. Et donc, évidemment, que cette infrastructure, c'est pour ça que cette loi, il faut lutter contre. Parce que c'est le premier pas dans l'engrenage. Le premier test, ça a été pendant les passes. Les passes sanitaires puis vaccinaux, ça a été en fait le test quoi, à l'échelle mondiale. Et en fait, l'infrastructure n'était jamais faite pour disparaître et le modèle de société n'a jamais été fait pour disparaître après cette crise-là. Et à chaque fois, pour chaque cliquet, ils utiliseront un levier émotionnel pour faire accepter la population. Et donc, il faut absolument que les gens en aient conscience. Ouais, ça c'est très clair, merci de le rappeler. Autre question, une guerre chaude à l'horizon 2030, c'est vrai que beaucoup de gens en parlent. On a l'Allemagne, Rheinmetall explose tous les plafonds. Rheinmetall, on se rappelle quand même que c'est une entreprise qui date de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait un peu des armes pour Hitler. Et ben là, c'est pas de problème, ça repart, ça caracole, parce que on parle en effet de guerre chaude. On nous a parlé de service militaire, les ballons sondes sont lancés aussi. Et au fond, avec toi, on fait la revue des ballons sondes, comme Alexis Poulain fait la revue de presse du Monde Moderne. On le salue. Et force à toi, Alexis, bravo à toi de faire l'honneur, de recevoir les honneurs d'un Character Assassination de Mediapart. C'est la preuve que tu es dans le vrai, comme Raoult et comme Branco. Voilà, quel est ton point de vue, Béatrice ? Ils font tout pour qu'on y aille. Ils font des exercices militaires. En fait, ils font tout concrètement à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'ils font tout par leurs annonces, par leur comportement, pour causer des problèmes diplomatiques, pour qu'on rentre dans un engrenage. Ils font tout au niveau armement, etc. Ils essayent évidemment de faire une armée européenne qui leur sert, en plus c'est le d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que ça leur sert à préparer une guerre, mais en plus à avancer dans la fédéralisation de l'Union européenne. Et puis en plus, ils maintiennent les gens dans la peur pour les contrôler, et en même temps, ils font visualiser à toute une population des images de guerre. Donc, tu sais, c'est comme tous les grands sportifs, ils se refont les parcours avant de les faire en vrai. Il y a un impact de la visualisation sur le cerveau, le cerveau ne faisant pas forcément la différence entre ce qui est visualisé et la vraie réalité, le virtuel et le réel, d'où la dangerosité du virtuel d'ailleurs. Et donc, en fait, ils font... C'est en plus, et c'est pour ça que j'ai pris conscience avec le temps aussi de l'impact de mon vrai métier, qui est d'être actrice et des films sur une population, parce que en fait, quand des gens sont dans un cinéma, cette espèce de réunion de gens qui visualisent la même chose en même temps, et donc qui apportent leur énergie à quelque chose. Bref, tout ça pour dire que sur tous les plans, que ce soit psychologique, concret, physique, etc., économique et tout, ils vont dans ce sens. Donc, en tout cas, ils le souhaitent. Est-ce qu'on arrivera, est-ce qu'il y aura un grain de sable dans la machine, est-ce qu'on arrivera à l'éviter? Je l'espère de tout mon cœur. Voilà. En tout cas, la meilleure façon d'arriver à l'éviter, c'est justement d'en parler, c'est justement de prévenir les gens. C'est comme pour l'abonnement, tu sais, l'abonnement Pfizer, par exemple, c'est quelque chose qu'ils voulaient faire. Au départ, ils voulaient que l'on s'injectât tous les 6 mois. Et puis à force d'en parler, alors oui, ça nous a valu du Character Assassination. Oui, moi, ça me valait un article de l'Express toutes les semaines pour dire que j'étais un escroc blanchisseur d'argent et tutti quanti. Bon, au final, c'est eux qui ont fini 3 fois en correctionnel, c'est pas moi, mais bref. Et certes, c'était violent, mais c'est grâce à ça. Enfin, c'est parce qu'on en a parlé qu'à la fin, ils ont rétropédalé, ils se sont rendus compte que c'était pas possible. C'est des gens très, très lâches. Il faut comprendre, c'est des gens très lâches. De toute façon, les collabos sont toujours des gens lâches. Et donc, quand ils voient que ça résiste, ils arrêtent. Alors, ils reviennent plus tard. Sauf qu'ils réessayeront. Et ce système, cette loi, cette petite loi qui a l'air de rien, de protection des enfants, va leur permettre de revenir à la prochaine pandémie et d'installer l'abonnement du tous les 6 mois. Parce que du coup, tu auras le système qui sera en place. Et si tu ne le fais pas, quick, on te coupe. Tu vois, on te débranche du système. C'est un rapport de force quand même. Enfin, si tu veux, on voit, toi qui es franco-américaine, on voit qu'il a été presque totalement gagné aux États-Unis. J'exagère presque totalement. Les médias mainstream continuent à déconner. Ils sont capables de te faire des émeutes au Minnesota. Ils sont capables de te transformer la réalité. Ils sont capables de te dire que, évidemment, demander une simple carte d'identité pour voter aux États-Unis est l'horreur, quasiment le nazisme. Alors que littéralement les mêmes qui te demandaient un pass pour prendre l'avion disent que
un passe pour voter, c'est du nazisme, et ça passe justement parce que c'est les grands médias et qu'il y a toute une catégorie socio-professionnelle et une démographie d'abrutis qui, parce que ABC l'a dit ou MSNBC l'a dit, va le croire sur parole et va en faire un cheval de bataille. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, on a vu que tous les gens qui avaient tenté d'assassiner Trump étaient souvent des illuminés qui regardaient trop MSNBC. Hein. C'était littéralement ça. Un des trois, pardon, il y en a eu trois, était un mec à drapeau ukrainien qui avait tourné dans une pub BlackRock. Enfin, c'était des dingueries, quoi. Donc, quand même, mais aux États-Unis, ils sont en train de gagner. Ouais, non, mais juste, je voudrais intervenir parce que c'est très vrai ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils disent que de demander une pièce d'identité pour voter aux États-Unis, les démocrates considèrent que c'est scandaleux de même penser à demander ça, que c'est raciste, etc. Mais les mêmes, c'est pour ça qu'ils mentent tout le temps. Les mêmes qui sont contre demander une pièce d'identité pour voter sont pour une loi de certification d'identité dans le numérique. Et donc, tu vois, le mensonge et l'imposture quand ils te disent que le DSA, parce que c'est la même idéologie, donc il y a une proximité idéologique, c'est pour ça que je repasse en Europe. Le DSA, Thierry Breton, quand il te dit que le but du DSA, tu sais, leur slogan, c'est pour que tout ce qui est interdit dans la vraie vie soit interdit en ligne, c'est faux. Ils veulent aller en ligne au-delà et bien au-delà du cadre de la loi de la vraie vie. Et c'est bien pour ça, ils veulent totalement faire un espace numérique qui serait totalement privatisé et dans leurs mains. Et c'est assez ironique qu'au même moment où ils essayent de surréguler nos vies et le numérique, eux-mêmes font pression, tous ces milliardaires, Bill Gates, Jeff Bezos, même Peter Thiel, etc., font pression sur Donald Trump pour le Groenland pour créer une espèce de laboratoire social là-bas qu'ils appellent Freedom City. Oui. Et aussi une vidéo dans ma chaîne sur le Groenland et je parle de ça. Ils lui font une pression. Ils veulent créer un espace totalement dérégulé de tout, une espèce de laboratoire social et technologique dans lequel c'est open bar pour tout le temps, très libertarien pour le coup, vraiment libertarien, pas comme ce que Génie Bastier dit des gens qui veulent juste des libertés normales, fondamentales, issues de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bref, des vrais libertariens. Ils veulent un espace totalement dérégulé sur la glace, mais ils veulent un espace surrégulé pour tous les jojos du 93, tu vois. Donc en fait, voilà. Oui, mais tu fais bien de le rappeler. Mais en tout cas, donc, aux États-Unis, les médias alternatifs ont remporté une victoire décisive. C'est un fait. Ils ont contribué à l'élection de Trump. Ils ont réussi à se faire complètement admettre dans la sphère publique. Alors certes, Wikipédia continue de dire que Musk est un nazi, que Joe Rogan est un nazi, etc. Ça, c'est la nature même de Wikipédia, le terrorisme intellectuel stalinien, c'est son identité. Mais tout de même, bon, les Joe Rogan, les Musk, etc., ils ont gagné. Donc est-ce que ça veut pas dire qu'on peut gagner en France ? On pourrait gagner. Je pense que 80% de la population, en vrai de vrai, pense comme nous. Quand tu donnes les mêmes informations à même à 100% de la population, enfin, je veux dire, il y aura toujours évidemment des gens, mais c'est du bon sens. On n'est pas en train de parler de choses extrêmes. On veut pas faire de changement. Nous, on veut pas faire de changement anthropologique. On veut pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous, on est juste dans laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre, laissez nos enfants avoir une vie normale, un espace de liberté à peu près modéré et correct et en faisant pas de mal aux autres et juste voilà, c'est tout. On ne dit rien de fou en fait, mais c'est ça qui est devenu transgressif, de dire des banalités, des évidences et des choses totalement normales et saines. C'est devenu transgressif selon cette espèce de bulle surreprésentée des médias. Voilà. Et qui est une imposture totale parce qu'encore une fois, je pense que au moins 80% de la population pense comme nous, en fait. On a juste envie de vivre notre vie, d'être bien, d'aimer des gens, de gagner notre vie, voilà, c'est tout. Je sais pas, on dit rien de fou. Mais c'est parce qu'on risque de crever cette bulle, tu sais, c'est ce qu'on appelle la full spectrum dominance. Au départ, c'était une théorie géopolitique américaine qui disait que pendant la guerre froide, les Américains devaient avoir la dominance sur tous les sujets, donc médiatiques, technologiques, politiques, même religieux, etc. Enfin, et derrière cette full spectrum dominance, c'est très bien expliqué par Brzezinski et Brian Scowcroft, qui étaient deux conseillers à la sécurité nationale de camps opposés. Scowcroft était républicain, Brzezinski était démocrate, même si les deux ont souvent conseillé des présidents de l'autre camp. Et il expliquait que la théorie de la full spectrum dominance, elle avait mené à une paranoïa. En fait, les élites américaines se disaient
la moindre faille, du coup, puisqu'il faut qu'on soit full spectrum, ça veut dire qu'une seule faiblesse dans un seul domaine, je sais pas, la radio, les drones, n'importe quoi, est suffisante à détruire notre hégémonie. Donc, il faut surveiller en permanence, de façon paranoïaque, tout début de faiblesse qui viendrait. Alors là, la full spectrum dominance, elle est finie côté américain, même s'il y a des gros sujets sur lesquels les Américains sont dominants. Par exemple, ce qu'ils ont fait au Venezuela, jamais la Chine pourrait le faire. Pas avant 50 ans. Jamais la Russie pourrait faire un truc pareil aussi loin, renverser un gouvernement direct en un coup, aussi vite, avec du renseignement, avec des armes secrètes, ce que Trump a déclaré, là, le discombobulator, on ne sait pas ce que c'est, mais apparemment ça a réduit les gardes du corps de Maduro en cendres. Bon, mais il y a des choses sur lesquelles les Américains n'ont plus la full spectrum dominance. Par exemple, le dollar est de plus en plus attaqué, les Chinois ont une vraie compétitivité sur l'IA, contrairement à l'Union européenne. Et donc, dans le discours dominant, c'est cette full spectrum dominance dont ils ont peur de voir qu'elle cesse, en fait. Ce qui les terrifie, c'est qu'il y a des failles, et les failles, c'est nous. Oui, mais aux États-Unis, je serais peut-être un petit peu moins optimiste que toi. Par exemple, là, je Volontiers. viens de voir une info avant. Ouais. Trump se prépare à nommer pardon, c'est en anglais, donc je fais la traduction de son-in-law, le beau-fils par alliance de Ronald Lauder. Ah oui, de Estée Lauder, donc qui est l'ancien steering committee member du Bilderberg Group au prochain Federal Reserve Chair. Donc c'est Bloomberg. Attends, ce serait Ronald Lauder. Attends, c'est un énorme scoop. Ce serait Ronald Lauder que Trump anticipe pour remplacer Powell. Non, le beau-fils Kevin Warsh. C'est un mec qui s'appelle Kevin Warsh, qui est le beau-fils de Ronald Lauder. Attends, je te l'envoie comme ça. C'est en anglais. Parce que moi, quand je parle anglais, je pense en anglais. Donc mais je vais regarder sur X de toute façon. Ça doit être déjà présenté sur X. Donc je te l'envoie. Je te l'envoie pour comme ça, tu as l'info. Mais donc, tu vois, c'est quand même. Encore une fois, des gens, est-ce qu'on peut vraiment... Ronald Lauder, on le rappelle, hein, donc c'est un type c'est un faucon, c'est vraiment un faucon, néocons très très proche de Netanyahou. Et en effet, c'est pas un méga bon signe pour la paix. Donc oui, en effet, Justine, je vois, Trump is preparing to nominate Kevin Warsh, le beau-fils de Ronald Lauder et ancien membre du steering committee de Bilderberg. Bah oui, c'est pour ça qu'il nous faut une opposition dans tous les cas. C'est-à-dire que même Trump doit être surveillé, doit avoir des gens qui, c'est ce que normalement c'était le rôle de Rand Paul et Ron Paul notamment, mais pas que. Enfin, c'était aussi le rôle de Tucker Carlson qui a été très critique vis-à-vis de Trump. C'est le rôle de Redacted News. On en revient aux médias citoyens. Redacted News, c'est les premiers à être présents quand Trump s'écarte ou déconne selon eux. Le camp MAGA comme Tucker Carlson a souvent corrigé Trump, et même Musk, qui est très mauvais en politique, il faut le dire. Musk, il n'est pas fait pour la politique. Bon, quand Trump a refusé d'aller plus loin sur le Doge, il a immédiatement protesté. Alors évidemment, avec aucune finesse, aucune tactique, et puis ça a rien donné. Voilà. Parti, Musk est aussi génial. Alors c'est marrant, j'ai vu une obscure prof de Sciences Po, qui donne parce que c'est toujours ça, le prof de Sciences Po ou le prof de fac américain, il aime bien donner des leçons aux capitaines d'industrie. Il n'a jamais payé des salaires, il n'a jamais dirigé des équipes, il n'a jamais fait tourner des usines, mais alors il va te dire les choses, tu comprends. Et cette obscure prof de Sciences Po disait non, mais Musk n'est pas du tout un génie. Musk, il vient de réussir à faire des tétraplégiques, il les fait jouer à Mario Kart. Il les fait jouer par télépathie avec des implants neuronaux, ils peuvent jouer à Mario Kart. Car ils ne peuvent pas bouger leurs mains et ils sont capables de jouer à Mario Kart par la pensée. Mm-hmm. Mais t'as des gars qui ont fait toute leur carrière à bouffer de l'argent public en France, comme Stanislas Dehaene, qui est peut-être le meilleur exemple, qui a eu des moyens colossaux du CEA pour faire des neurosciences, alors qu'en fait aujourd'hui, quand on s'amuse à regarder la puissance statistique de ces travaux, c'est de la merde. Et si on devait regarder ce qui est reproductible dans ces travaux, qui ont consommé des millions d'euros d'argent public pendant des décennies, ce qui pourrait être gardé sur le long terme, c'est une portion ridicule. Musk en face, avec de l'argent privé, sans consommer d'argent du contribuable, il te fait des résultats que des mecs comme Stanislas Dehaene ou Franck Ramu, qui est encore plus nul en neurosciences, n'auraient jamais été capables d'atteindre, de près ou de loin. Donc, et en face, tu vois des gens de ce même camp, ce clan des universitaires, comme certains le disent, qui te disent, mais Musk, il est débile, tu comprends, il a juste divisé par 250 le prix du kilo envoyé dans l'espace, il a juste réussi à faire une entreprise automobile électrique rentable, alors que toutes les autres ont des marges décroissantes.
Et bien entendu, il a réussi à faire en sorte que des tétraplégiques puissent jouer à Mario Kart. Donc, bon, Musk, il est aussi génial d'un point de vue industriel. C'est le meilleur capitaine d'industrie de tous les temps. De tous les temps. C'est pas de notre époque, c'est de tous les temps. Tu regardes l'histoire de l'entrepreneuriat. Depuis l'âge de bronze, on ne connaît pas de cas d'entrepreneur qui ait atteint les résultats d'Elon Musk. Ça n'existe pas. Voilà, c'est le Alexandre le Grand du management, ce mec. Il a révolutionné tous les secteurs dans lesquels il s'est positionné. Absolument. Donc, Par contre, en politique, c'est une brêle. Il faut le reconnaître. Il sait pas du tout faire de politique. Il est pas fait pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même lui a servi de contre-pouvoir à Donald Trump. Et il paraît que même Marco Rubio, là, il y a des rumeurs qui circulent sur X, j'ai pas pu les vérifier, qui disent, mais des rumeurs de journalistes citoyens américains qui ont eu juste sur tout un tas d'autres sujets, pas des rumeurs du gars lambda, qui disent que Trump aurait dit en privé fuck you à Marco Rubio, parce que Marco Rubio aurait voulu le modérer. Il aurait dit attends, si tu fais ça, il va t'arriver ça sera pas une bonne chose, tu vas perdre les midterms, tu risques de te faire impeach, etc. Et que Trump lui aurait répondu fuck you. Donc c'est bien qu'il y a un peu de contre-pouvoir, parce que sinon, en effet, ça te donne le beau-fils de Ronald Lauder, le fils d'Estée Lauder, qui finit patron de la Banque centrale. Donc nous verrons. En effet, tu as raison. Béatrice, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Donc, on encourage les gens à suivre ton excellente chaîne que j'affiche à nouveau, Béatrice Rosen Official, où tu parles de sujets très variés avec une grande culture générale. C'est très agréable de t'écouter. Tu as ton podcast aussi, La vie en Rosen. Il me reste plus qu'à te remercier. Tu reviens sur la chaîne absolument quand tu veux, si possible pour un duo avec Amélie, qui est low-key platoniquement amoureuse de toi. Et je n'ai plus qu'à te laisser, conformément aux traditions de la chaîne, le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est un plaisir toujours de venir sur ta chaîne. J'aime beaucoup Amélie. Elle fait vraiment un bon travail de fond. Il y a quand même des personnalités qui sont là, qui lâchent pas, qui ont des personnalités un peu pitbull, qui lâchent pas l'affaire. Et il faut continuer. Il faut que chacun essaye à son niveau voilà, de le faire. C'est vraiment mon message. Ne vous laissez plus impressionner. Ne vous soumettez plus devant du blabla, des fausses postures. C'est insupportable. Ne vous laissez plus insulter, mépriser, etc. Alors, toujours pacifiquement, évidemment, mais avec des argumentaires. Et voilà, et c'est pour ça que la chaîne d'Idriss est vraiment absolument nécessaire, parce qu'elle équipe intellectuellement, je pense, pour justement avoir des arguments, avoir une façon de penser et ne plus être dupe et ne plus se laisser embarquer dans des folies de gens complètement narcissiques, mégalomanes et arrivistes. Voilà. Donc, j'embrasse tout le monde. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Et merci à toi, Béatrice.